31. Aujourd'hui, on vous parle de Maman, j'ai raté l'avion. Et pour parler de Maman, j'ai raté l'avion, on a deux invités aujourd'hui au lieu de trois. Marvin Decèves, que si vous êtes habitué du Popcorn Club, vous connaissez bien. Salut Marvin. Salut, bonsoir à tous. Voilà, cinéphile patenté, tu adores tous les films, et énormément les films d'horreur, mais aujourd'hui c'est pas de ça qu'on va parler. Non, mais d'ailleurs je suis en train de me demander si je ne suis pas là grâce à mon prénom ce soir. Un Peut-être. petit peu. Et ta magnifique chemise de Noël. On a aussi Sylvain Dailly, qui est scénariste et comédien et qui vient pour la première fois. Salut Sylvain. Hello. Salut. Il devait déjà venir, mais voilà, il pensait que son premier passage serait sur une série un peu plus mieux. Oui. Une meilleure série de films. Voilà, c'est reporté, il reviendra. Aujourd'hui, on va donc parler de Maman, j'ai raté l'avion, ce film de Chris Columbus sorti en 1990. Qu'est-ce que ça raconte, Maman, j'ai raté l'avion ? C'est l'histoire de Kevin qui est un petit garçon un petit peu turbulent, mais quand même plutôt sympathique et adorable, moi je trouve. Et toute sa famille s'est réunie dans sa maison. Donc il y a ses parents, évidemment, avec ses frères et sœurs, puis il y a les oncles, les tantes, les cousins. Ils sont 50 000 dans cette baraque. Et ils ont décidé de partir pour les fêtes de fin d'année à Paris. Ils décident donc de partir à Paris, ils doivent tous dormir dans la maison. Et le lendemain matin, dans la panique, ils se barrent, ils pensent que Kevin est avec eux. Et puis Kevin se réveille tout seul dans la maison. Ils ont oublié Kevin. Ah, Kevin ! Mais il y a de méchants cambrioleurs qui profitent de l'absence des gens pendant les fêtes de fin d'année pour cambrioler des maisons. Et évidemment, ils ont décidé de cambrioler la maison de Kevin, qui est quand même une grosse baraque de bourgeois. Mais Kevin ne se laissera pas faire. Ça, c'est un beau pitch. Pour une fois... C'est un beau pitch, mais en même temps, c'est un film fois... facile à pitcher. Je me suis dit... Ouais, je suis nulle en pitch, mais pour une fois, je trouve qu'on comprend ce que j'ai dit. Oui. Et tu n'as pas lu tes notes. Mais j'ai pas de notes pour résumer des films, quand même. Ah, je crois que tu prenais des notes... Pas pour résumer un film. Je suis désolé. Alors, parce que c'est pas filmé, mais ici, dans le contexte du truc, comme généralement, j'ai aussi les yeux sur la console, je ne vois pas ce que fait Caro parce que je vérifie ses niveaux au moment où elle l'a fait sans lire. C'est incroyable. Résumer Maman, j'ai raté l'avion sans lire. Waouh. Donc, d'où vient ce film, Vincent ? Comme je te lance la balle, comme ça, de façon hyper naturelle. Merci, c'est super gentil. Alors, je la rattrape et je dis qu'en fait, tout simplement, ce film, la conception de ce film, en fait, il vient de l'alliance de deux personnalités, qui sont John Hughes et Chris Columbus, qui sont en fait deux cinéastes, les deux. À la fois d'abord avec une formation de scénariste et qui sont passés à la réalisation, ils ont ça en commun, et aussi d'avoir en commun le fait de s'ancrer énormément dans de la comédie, et surtout de la comédie plutôt pour jeune public. John Hughes, en fait, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire de le présenter, mais il a un énorme, voire même plusieurs chefs-d'œuvre à son actif, notamment Breakfast Club. C'est de ça que vient notre nom de podcast. Exactement, le club, le club alors à la fois le club du Popcorn Club et le club du Pirate Movie Club, je pense que c'est pas... Ça vient toujours de là, sauf qu'à chaque fois on dit oui, comme toutes les chaînes qui s'appellent Popcorn Club de cinéma sur YouTube que je n'avais jamais vu. Mais avant oui, c'est ça. Voilà. Alors qu'en fait, ça vient donc de Breakfast Club. Et Chris Columbus, lui, c'est également quelqu'un, donc comme je le disais, qui est ancré dans ce genre-là, notamment grâce au sujet d'aujourd'hui, qui est Maman, j'ai raté l'avion, mais également au film qu'il fera par après, puisque notamment il est connu pour avoir réalisé les 2 premiers volets de la saga Harry Potter, et aussi d'autres films plutôt ancrés dans le film jeune public comme Percy Jackson. Voilà, ça c'est de la merde, c'est pas grave. Mais en fait, il a aussi un bagage de scénariste, puisque quelques années avant de faire Maman, j'ai raté l'avion, en fait, il était appareillé à des productions Amblin qui ont marqué les esprits, notamment Gremlins et les Goonies également, puisqu'il les a scénarisés. Et Le secret de la pyramide. Et le secret de la pyramide qui est de Young Sherlock Holmes. Exactement, j'adore ce film. Mais merci parce que j'allais l'oublier. Et donc voilà, en fait, comment sous le patronat de Spielberg, en fait. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, alors là, on commence déjà à digresser, mais il y a déjà des éléments visuels, je trouve, qui sont très ancrés dans Young Sherlock Holmes et qu'on retrouve dans Harry Potter. Notamment l'idée de... Enfin, peu importe. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tu veux, on fera un podcast sur la pyramide. Ou alors sur la carrière de Chris Columbus, parce que je crois qu'il y a des choses à en dire. Mais on a déjà parlé de tous les films de Chris Columbus. C'est vrai. C'est vrai, mais oui. On a tout fait. On n'a pas parlé de Percy Jackson. Jamais. Jamais. Tu vas mettre ça avec la momie tout de suite et tu vas me foutre la paix. Où je voulais en venir. Ah oui, et en fait, tout simplement, le pitch de départ, l'idée de départ, elle vient simplement d'une anecdote que John Hughes dit,
qui est en fait un jour, il allait partir en vacances et il a eu l'idée de cette histoire. Parce qu'en fait, juste avant de partir, il se demandait s'il n'allait rien oublier, puis il s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'oubliais mon gosse à la maison, qu'est-ce que ça donnerait? Et puis de ça est né le pitch du film, avant finalement qu'il y ait un retravail. En fait, c'est John Hughes qui est crédité au générique, et puis je crois qu'on va pouvoir en reparler, mais il y a aussi un apport de Chris Columbus sur certains aspects du film. Donc voilà. Exactement. Et René Manzor, il dit toujours que c'est un remake non autorisé de 3615 Code Père Noël. Oui, tout à fait. Alors 3615 Code Père Noël, il faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps. C'est vrai ouais, mais effectivement, c'est pas con d'associer les deux. Il y a vraiment des points communs. Oui, il dit qu'il a été vu à Cannes. Ouais, oui, exactement. Par John Hughes et que donc il aurait piqué son idée. Ouais. Par contre, j'ai appris un truc aujourd'hui. Je savais pas que c'était le frère de Francis Lalanne. Je savais pas du tout, moi. Qui est le frère de Francis Lalanne? René Masnor. Ah, ok. Voilà. Je l'ai appris aujourd'hui. Je trouvais ça très drôle. Totalement inutile, mais très drôle. Et vous, Marvin et Sylvain, c'est quoi votre premier contact avec Maman, j'ai raté l'avion? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez vu le film? Moi c'était en VHS. C'était en VHS bien, à l'époque, je sais pas quel âge j'avais, à mon avis je devais avoir peut-être 6 à l'époque des VHS. À l'époque des VHS, oui, tout ça. Toujours des VHS. Comme souvent dans les histoires du Popcorn Club, ça commence avec une VHS. Ouais, c'est une grande histoire d'amour, la VHS. Du coup, donc voilà, c'est un film que j'ai découvert en VHS, en même temps que un petit peu les autres classiques un petit peu de Noël de la même époque, comme La course aux jouets ou Gremlins par exemple aussi. Donc voilà, moi j'ai souvenir un petit peu, à nouveau cette fibre un petit peu nostalgique d'un film de Noël super réconfortant et voilà, et vraiment palpitant quoi. Donc ouais. Et t'avais vu le 2 directement aussi? Alors le 2, je suppose que oui, parce que j'étais tellement fan du premier que j'ai dû voir le 2, mais par contre j'ai beaucoup moins de souvenirs comme ça assez clairs du visionnage du 2. Je pense qu'il m'a moins marqué parce que j'ai l'impression que l'esprit de Noël est peut-être un petit peu plus diffus avec le parcours dans la ville, tout ça. Donc je suis vraiment très fort resté attaché au 1, et le 2 c'est venu peut-être un petit peu plus tard quand je l'ai redécouvert en étant plutôt ado quoi. Et toi? Mais moi je l'ai vu au cinéma. Wow. Vieux. Moi, c'est pas grave. Je l'ai vu au cinéma, et alors attention, un scoop, c'est que Macaulay, on va dire quoi? Macaulay, comment on va l'appeler? Macaulay Culkin. On va l'appeler Culkin. Le petit Kevin. On va dire parfait. Kevin. Kevin et moi, on a le même âge. Il est né le 26 août 1980, et je crois que j'ai appris ça dans Mickey Magazine, c'est vous dire. Et du coup, j'ai eu une espèce de fascination directe pour à la fois le gamin, sa trajectoire et le film. Et j'avais qu'une double envie, déjà à cet âge-là, je crois que je l'ai vu du coup, j'avais 9-10 ans. C'était à la fois d'être acteur comme lui dans une production hollywoodienne et de vivre ce qu'il vivait dans le film, c'est-à-dire d'être tout seul dans une maison à défendre, avec des méchants, mais un peu suffisamment cons pour que le petit que j'y arrive. Ouais. Et pas n'importe quelle maison, parce que c'est une belle, grande maison. Oui. Ouais. Alors ça, oui, c'est une fameuse baraque. C'est un fameux sujet. Ouais. Parce qu'en fait, là, du coup, les années étant passées, je revois le film, je me dis, waouh, ça c'est quand même un bon film qui défend bien les valeurs capitalistes. Ouais. C'est l'histoire d'un petit bourgeois qui défend, il le dit d'ailleurs, c'est ma maison, je dois la défendre. Qui défend sa maison, mais qu'est-ce qu'il a à défendre à l'intérieur? Ils vont juste voler des trucs, quoi. Ils sont riches, ses parents. Je vais défendre ils peuvent tout piquer, ma maison de pauvres méchants. Bon, alors évidemment, ils sont méchants, cons, laids, crasseux, pauvres. Et pauvres. On le devine en tout cas par les appels. C'est incroyable. Et ça ne change pas. Jusqu'au dernier, c'est toujours la même chose. C'est la même chose. C'est le même enjeu, le même objectif, quoi. T'avais vu le 2 à l'époque? Et j'ai vu le 2 au cinéma, évidemment, okay. avec grande impatience. Et je crois que j'étais assez content de revoir exactement la même chose que le 1, mais en 2. Oui, tout à fait. Et toi, Vincent? Moi, en fait, Maman, j'ai raté l'avion, c'est un film que, de base, est lié fort à mon enfance, mais simplement parce que je l'associe au fait, en fait. Donc, effectivement, ça, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le cas pour énormément de pays, dont la Belgique. Dès qu'on arrivait en période de fête, les programmes télévisuels, vous savez, changeaient, et on se retrouvait avec... On était vraiment submergé de programmes
estampillé Noël, qui vraiment à la fois prônait les valeurs un peu de C'est ça Noël, qu'on aime. et en même temps, voilà, c'était plein de bons sentiments, etc. Et moi, j'aimais bien ça parce que ça sentait la période de fête, ça sentait la période des cadeaux aussi. Et donc, c'était vraiment toujours, enfin, je pense qu'on a tous vécu, quand on est gosse, c'est un peu une période magique. Et je pense que par association d'idées, j'ai un fort élément nostalgique quand je pense à ce film, mais pourtant c'est pas un film que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un film que je trouve un peu, surtout en le revoyant, là tu te dis mais en fait qu'est-ce que c'est, il est un peu bébête, il a plein de longueurs, il a plein de longueurs. Je trouve que l'humour fonctionne pas toujours bien, même si j'ai quand même un peu pouffé là au revisionnage des films, mais voilà, je peux difficilement justifier un affect profond uniquement sur base narrative ou de la réalisation ou de la nostalgie juste du film, mais c'est vraiment une nostalgie liée en fait à la période. Et là pour le coup je pense que tout le monde se dit bah oui, quand il y a Home Alone qui passe à la télévision, c'est que le Père Noël va passer et qu'on va avoir des cadeaux. Voilà, c'était ça en fait. Et toi? Et le 2, tu l'avais vu à l'époque? Alors le 2, je me souviens que j'avais vu à la télé aussi, mais par contre, un peu comme Marvin, c'est assez peu de souvenirs de ça, même s'il y a des... Alors, bizarrement, je me souvenais qu'il y avait Donald Trump dans le... Ça marque. Ça marque, hein, ça. Ouais, parce qu'il y a un truc bizarre avec la séquence. Tu sens qu'on reste longtemps sur ce personnage. Tu vois, personnage inutile. C'est inutile, complètement. Mais c'est lui qui, apparemment, a exigé d'apparaître. Mais il le dément. Il le dément. Alors, si Donald Trump le dément... C'est que c'est vrai. Parce qu'il était propriétaire de l'hôtel, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. J'essaye de me mettre à la place de Chris Columbus, je le vois mal aller réclamer à Donald Trump, s'il te plaît, apparaît dans cette séquence inutile où tu dois juste lui indiquer le chemin. La réception, oui, c'est vraiment ridicule. À mon avis, c'était location de l'hôtel, si je peux apparaître dedans. Il y a des chances. Donc voilà. Moi, j'ai vu les deux quand j'étais petite, mais je ne me rappelle plus de la première fois, parce que c'était soit cassette sûrement louée à la vidéothèque, comme tous les week-ends où j'allais à la vidéothèque. Mais j'ai regardé les deux énormément, beaucoup quand j'étais petite. Par contre, les suites, parce que donc Sylvain et Vincent, nous n'en parlerons pas ensemble, mais Marvin et moi, on s'est tapé les suites. Ouais. Il y a donc 6 films en tout. Moi, je savais qu'il y avait en tout cas 2 suites, mais que je n'avais jamais vues. Et pendant le Covid, on a fait une soirée Noël à 2 et on s'est dit qu'est-ce qu'on a envie de regarder à Noël. On a commandé le coffret Maman j'ai raté l'avion pour se taper les 4 films pendant la nuit. Et là j'ai découvert le 3 et le 4 avec beaucoup d'amour, non pas du tout. De stupéfaction. C'était une catastrophe. Ah mais le 3 était sorti au cinéma je crois. Il était sorti, oui. C'est le 4 et le 5 qui sont vraiment des téléfilms. Le 4 et 5 sont très très téléfilms, même si j'ai des choses à dire sur le 5. Le 5 aussi, je ne sais même plus. Et puis le 6 est sorti sur Netflix en 2021 et je l'avais vu. Sur Disney par contre. Sur Disney, pardon, pas sur Netflix. Et je l'avais regardé à sa sortie. Donc je n'avais juste pas vu le 5. Oui, parce que je pense que la franchise appartenait à la Fox, c'est possible. Tout à fait. Je pense que c'est pour ça qu'en fait on le retrouve sur Disney+, c'est pas autre chose. Ouais. Mais donc il y en avait un seul que je n'avais pas vu, mais je n'en avais évidemment aucun souvenir de ces trucs. Et du coup là tu as tout revu pour tout revu. Ah oui d'accord, carrément. Moi je suis une podcasteuse très très sérieuse ou qui se retape absolument tous les films avec un plaisir énorme. Et qu'est-ce que donc vous pensez de ce film ? Est-ce que la nostalgie justifie toujours de défendre un film, de défendre voilà. Ah, je sais pas, mais moi je le trouve encore efficace en fait. Je trouve que ça fonctionne comme du papier à musique. Ça se dit ça ? Oui, ouais. Je pense. Non, moi je trouve que c'est encore assez bien écrit, bien joué, efficace. Enfin, je sais pas. Je les ai revus là il y a pas longtemps avec ma compagne et on s'est marré au même moment. Après, c'est un plaisir, effectivement. Il y a sans doute de la nostalgie mélangée à ça, mais il n'empêche qu'à une époque de films à effets spéciaux, CGI et compagnie, de revoir des cascades avec des vrais cascadeurs qui tombent sur du béton et pas sur de la mousse et qu'après on va retransformer. Des cascadeurs en flammes aussi. Oui, des cascadeurs en flammes, des morsures de doigts, etc. Et ben il y a un plaisir à voir ça, je trouve.
Oui, je suis d'accord. Je trouve que la colo du film, elle est assez magique encore. Je trouve que ça n'a pas vieilli, en fait. Bizarrement, je trouve que quand tu... Enfin, ça a bien vieilli. Ça a bien vieilli, oui, c'est Ouais. ça. Je trouve que l'ambiance est toujours très, très agréable. Et il y a beaucoup de gens Les plans sont beaux. Les plans sont beaux, les plans sont ouais. vraiment beaux. Et comme tu dis, le jeu d'acteur, moi j'adore Macaulay Culkin dans ce film. Je le trouve génial. Il y a plein de gens qui le détestent dans ce film, qui disent qu'il cabotine à crever. Moi j'ai toujours adoré, quoi. Tom Harvey. C'est le haussement de sursis, là, ça. Ouais, il est exceptionnel. Oui, fan aussi de Macaulay Culkin dans le film, mais aussi de Catherine O'Hara. Moi, je trouve incroyable. Et alors, au-delà de ça, moi, ce que j'apprécie particulièrement, c'est tout le petit côté, tous les petits détails comme ça, un peu anecdotiques qui s'enchaînent. Donc, la coupure d'électricité. D'abord le verre de lait qui se renverse, les billets qui tombent on met le billet de Kevin dans la poubelle. Ouais, que beaucoup de gens ne voient pas. Oui, j'ai un peu. Pour nos auditeurs, quand même, si vous regardez le film, je me permets de te couper, mais regardez bien que quand il y a ce renversement de boissons sur les pizzas, ils ramassent tout sur la table, ils mettent dans la poubelle, et en fait, on voit qu'il y a le billet d'avion et le passeport de Kevin qui va à la poubelle. Et comme le dit Marvin, rien n'est gratuit dans ces moments-là. Jamais. Oui, c'est ça. Et donc, préparation paiement intelligente. Il y a plein de pay-in, pay-off. Plein. Ouais. Mais pardon, Marvin. Non, pas de souci. Non, et donc du coup, il y a tout ce côté, voilà, comme ça, et ce rythme en fait comme ça, un petit peu effréné, je trouve, qui fonctionne bien. Et puis au-delà de ça, c'est aussi ce côté, je trouve le côté quand même, je trouve qu'au niveau de l'émotion, ça y va aussi, quoi. Enfin, tout ce qui se passe avec avec Marley, donc le voisin, qu'au début, Kevin pense qu'on lui pitch que c'est un tueur en série. Un tueur en série, oui, qui met les cadavres dans ses poubelles, qui met du sel dessus pour les dissoudre. Enfin, déjà, je trouve ça génial. Et puis alors après cette rencontre dans l'église, moi, ce moment, je chiale, quoi, clairement. Je trouve ça magnifique. Et alors l'humour, je trouve est quand même plutôt bien aussi, plutôt bien sympa, quoi. Mon personnage préféré, c'est celui de John Candy. Polka. Cette rencontre entre Catherine O'Hara et John Candy, elle est exceptionnelle, quoi. C'est quand il dit, je sais plus, qu'il dit un truc sur sa famille ou quoi, qu'il est séparé. Apparemment, c'est beaucoup de moments d'improvisation. Hein, ça. John Candy, il est vraiment arrivé, il a fait un passage express sur le tournage. Je pense qu'il a tout tourné en moins d'une journée. Oh là là, il est terrible. Ouais. C'est ça, et il a eu une espèce de rémunération symbolique parce que c'était vraiment pour rendre service, je crois, à John Hughes. Hein, oui, parce qu'il avait joué dans Oncle Oui, c'est Buck, ça. hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, apparemment, ça a été le seul pour lequel Chris Columbus a autorisé à se dire, en fait, vas-y, improvise. Voilà, vas-y, improvise. Et c'est vrai que ça donne des séquences qui sont plutôt cocasses, quoi, plutôt rigolotes. Oui, mais un peu en décalage, effectivement. Oui. Parce que tu le vois, hein, quand dans ses dialogues, dans ses lignes de dialogue, il est dans un ton un peu différent, un peu, je vais pas dire sketch, mais c'est le John Candy beaucoup show. moins. Voilà. C'est ça, exactement. Mais je trouve que ça fait une chouette respiration, ça donne un côté un peu particulier au trip de cette maman comme ça qui essaie de retourner à la maison. Et ça donne une vraie sous-intrigue aussi, parce que effectivement là l'enjeu c'est que donc ça c'est un des problèmes du film. Voilà, parce que toi tu trouves qu'il y a des longueurs, parce que Marvin nous trouve qu'il y a un chouette rythme, tu trouves qu'il y a des longueurs. C'est un des problèmes du film, c'est que effectivement je pense, ou alors c'est peut-être, je sais pas pourquoi j'ai ressenti comme ça, mais effectivement montrer un gamin tout seul dans une maison, j'ai l'impression que fatalement à cause de ton concept tu vas finir par te faire chier. C'est-à-dire que un gamin seul dans une maison, ok, tu le vois faire un peu ce qu'il a envie, mais il y a des moments où c'est peut-être moi que ça n'intéresse pas. Tu vois, peut-être aussi parce que, comme le mentionnait Sylvain tout à l'heure, c'est qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées par le film déjà auxquelles j'ai du mal à adhérer dès le début. C'est-à-dire que commencer à m'inquiéter pour ce gosse, voilà, juste parce qu'il s'est disputé avec sa maman, enfin voilà, je souhaiterais que vous n'existiez pas, alors que c'est bon, t'as littéralement le cul dans le beurre, alors que t'as un enfant de bourgeois, enfin voilà, c'est tout ça, je sais pas, il y a des choses qui m'interpellent. Les bourgeois ont le droit de souffrir, c'est ça qui m'interpelle moins, et surtout je pense qu'il y a des vraies séquences où on s'ennuie un peu à le voir simplement déambuler dans la maison, tu vois, ou à savoir comment je vais me nourrir. Voilà. Moi je trouve qu'il vit sa meilleure vie, moi toute seule à la maison, bouffer des pizzas et des glaces en matant des films. Mais ça fonctionnait quand j'étais enfant. Ça fonctionnait quand j'étais enfant, mais là c'est un film pour enfants. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vrai, tout à fait. Et c'est vrai que là, dans ces passages-là, ça véhicule des valeurs, peut-être les valeurs les plus intéressantes, les plus défendables du film, c'est des valeurs de liberté. Oui. C'est-à-dire que l'enfant est tout seul et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça que quand t'es gosse et que tu vois ça, tu te dis, waouh, je peux vraiment. Ouais. Et en fait, là où il y a des aspects, par contre, où j'apprécie le film, c'est-à-dire que sur le côté humoristique, et ça se voit surtout dans la toute dernière demi-heure du film, c'est qu'il y a un côté cartoon, en fait, dans la façon dont il déploie ses pièges et la façon dont on fait souffrir à but comique ce duo de malfaiteurs, des casseurs-flotteurs.
En fait, il y a un côté cartoon, mais vraiment au sens gag dessin animé, en fait. Parce que, je veux dire, il peut pas arriver le quart de ce qui leur arrive sans que l'individu décède, en réalité. Mais ils sont morts 10 fois. Ils sont morts 10 fois. Et dans le 2, ils sont morts 40 mais fois. Bien sûr, mais complètement. C'est-à-dire que, et ça vraiment, je ne sais pas s'il y a des jeunes oreilles qui nous écoutent, si vous voyez Maman, j'ai raté l'avion, n'essaye pas de reproduire un truc comme ça chez vous. Mais pareil qu'il y a beaucoup de pièges qui ne fonctionnent pas en vrai. Il y a quelqu'un qui les avait testés. Oui, c'est possible. Mais le duo d'acteurs est aussi exceptionnel. Le duo d'acteurs est très bon. Joe Pesci si on a découvert dans d'autres types de rôles, on n'attend pas forcément. Oui, exactement. On n'attend pas là-dedans. Dans un rôle comme ça. Et dans L'Arme Fatale. Oui, il a quand même un rôle. Il a le sidekick comique de. Oui. Maintenant, L'Arme Fatale a un côté aussi comédie d'action et comédie noire. Enfin, comédie d'action un peu plus noire, adulte. Par moments plus adulte. Donc. Mais il est le rôle comique. Mais il est le comic relief, surtout qu'en fait, il arrive précisément. Dans la saga L'Arme Fatale, au moment où ça verse beaucoup plus dans le versant comédie que tout dans à fait raison. Ouais. J'y pensais plus, mais effectivement, Joe Pesci. Et alors, un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est comme le disait Marvin, c'est que c'est-à-dire qu'il y a une suspension d'incrédulité qui peut fonctionner à plein dans ce film-là, parce que le film prend le temps d'amener un dispositif qui fait que à aucun moment tu te dis mais c'est pas crédible que cette famille oublie ce gosse tout seul à la maison, parce que j'ai compté, il y a 20 minutes de préparation. 20 minutes de préparation. Ah, mais c'est comme tu le dis, pour justifier le fait qu'on a perdu son passeport, qu'on a mal compté parce qu'il y a un gosse qui venait. Enfin voilà. Et il est insupportable ce gamin. Le petit voisin, oh là là. Le petit voisin, oui, tout à fait. Oh là là. Voilà. Qui a une coupure de courant, enfin voilà, ce genre de choses. Allez, salut les copains. Et en plus, il relève pas la tête alors qu'il sent bien qu'il se fait compter par la mère. Tu vois, tu te dis, mais oui. Par la sœur. Par la sœur. Combien ça consomme votre caméra, votre attaque? Et alors, il y a un autre aspect, et là, peut-être plus pour le côté émotionnel, le seul élément pour moi qui prend vraiment, lorsque je regarde Maman, j'ai raté l'avion, c'est la sous-intrigue avec son voisin, qu'il apprend à connaître, en fait, vis-à-vis, au fur et à mesure du récit, et qu'il a, pour le coup, si j'ai bien suivi, est vraiment un apport de Chris Columbus, qui n'est pas dans le... Oui, ils ont fonctionné par ping-pong, en fait, comme ça se fait souvent. Et c'est... John Hughes, apparemment, est venu avec toute l'écriture de comédie, d'action, et puis c'est Chris Columbus qui a demandé à ce qu'il y ait un peu plus d'émotion, et donc il se faisait des propositions, il s'envoyait le script, et il se renvoyait le script, etc. quoi. Ouais. Il y a eu, je crois, une dizaine de versions. Et je pense que cet apport émotionnel, elle est vraiment au crédit du film. Là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Là. Surtout pour la note finale, parce qu'en fait, si simplement sa famille revenait à la maison et qu'il se disait... Son petit sourire là, quand il regarde par la fenêtre. C'est mignon, ça pour le coup, ça me cueille à chaque fois. Ouais. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois, le midpoint du film, c'est le moment où sa famille lui manque. Oui. Dans le 1 et dans le 2. Tout à fait. Et je me suis dit, tiens, pause. Oui, on est au milieu. Ouais. On est au milieu, dans le 1 et dans le 2. On avait parlé de ça avec Katia. Oui, Katia nous avait parlé de ça ici pour je ne sais plus quel film, Katia Lanero. Oui, elle nous avait parlé de ça. La spécialiste du midpoint. À chaque fois on parlait de ça, mais les Américains, c'est des malades. Hein. Ils sont vraiment. Structure, c'est pour ça que tu dis, voilà, structure, 20 minutes, ok, l'installation, on a tout qui est prêt pour que le spectateur accepte la suite. Mm-hmm. On avait eu, j'ai eu la chance d'avoir une masterclass avec. Michael Arndt, donc le scénariste de Little Miss Sunshine et vice-versa. Et là, pareil, lui, c'est 100 pages, et à la page 20, il doit se passer ça, à la page 30, ça, etc. Et ça n'empêche que ça donne des bons scénarios. Oui, tout à fait. Des scénarios Oscar, même. Ouais. Il y a un moment aussi, parce qu'on va devoir dire quelque chose à nos invités, donc si vous êtes jeune, n'écoutez pas, mais un truc hyper triste, c'est qu'à la fin, Kevin réalise quand même que le Père Noël n'existait pas. Parce que le lait et les cookies qu'il a laissés n'ont pas été mangés. Comme ses parents n'étaient pas là pour les bouffer, il se rend compte. Mais ouais, en fait, il se rend compte. Ah bon, mais attends, quand si, il va s'en rendre compte. J'ai raté ça. Il va s'en rendre compte. Oui, il va s'en rendre compte, mais hors champ. Père Noël n'existe pas. Oui. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand il rencontre un Père Noël, parce que c'est une petite scénette, ça. J'adore cette scène. Cette scène est géniale. Enfin, adulte, je l'adore. Oui. Enfant, ouais, c'est ça. Le Père Noël, il est exceptionnel. Hein. Les scènes où il va faire les courses, quand j'étais enfant, c'était les scènes qui me faisaient le plus stresser, quoi. Ouais. Parce qu'il va faire les courses tout seul. Mais c'est très intéressant, parce que tu vois vraiment la façon dont tu regardes le film enfant et adulte. Je trouve que il y a encore des choses qui fonctionnent adultes. Ça, c'est pas juste un film pour enfants, pour moi.
complètement. C'est pour les parents qui accompagnent leurs enfants aussi. C'est vrai que je pense que le supermarché, c'est une des scènes qui me fait le plus rire. Mais oui. Mais madame, est-ce que vous pensez vraiment qu'on en laisserait tout seul à la maison? Et en plus, j'ai jamais regardé en VO. Maman, j'ai raté l'avion. Je sais pas où, j'ai toujours regardé en VF. Même là pour le podcast, moi j'ai regardé en VO, c'est génial. C'est vrai, oui, mais c'est ça redécouverte en fait. Et c'est surtout qu'ils sont bloqués à Paris. Et donc il y a des séquences mais ça ils l'ont changé dans la VF du 2 parce que en fait il y a la même, donc dans le 1 ils sont à Paris et en fait ils regardent un film en français, donc quand tu regardes la VF tu comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas. Par contre il y a une scène comme ça dans le 2 où en fait ils ont changé la langue ou quoi pour la VF, enfin je sais plus, il y a tout. C'est en italien. Je sais plus, il y a un truc qui a été changé comme ça. Oui, c'est en italien. C'est possible. Et alors le truc vraiment marrant. J'ai jamais regardé en VO parce que j'ai les répliques, la voix de Kevin et tout ça en français, donc c'est vrai que même ici j'ai pas regardé en VO. Ce serait peut-être une expérience à faire. Rien que pour les 2 premiers, je me taperai pas les 4 autres en VO. Oui, bien sûr. Aucun intérêt. Non. Ah, tu t'es tapé les autres en VF aussi? Ah oui, parce que je les ai tapés en fond pendant que je faisais autre chose, tu sais. Oui, je veux dire, j'avais pas non plus. Je vous aime bien, mais pas à ce point-là, quoi. Pendant que tu commandais des pizzas. Ouais. Non, le truc, en fait, le petit point juste que je voulais amener, c'était que quand ils sont dans les séquences qui se passent à Paris, et notamment quand ils sont dans l'aéroport parisien, en fait, ils sont censés croiser des Parisiens, enfin des Français, et qui parlent en français, mais le problème, c'est quand tu comprends le français, tu comprends. Si tu le regardes en VO, c'est toujours des Américains qui parlent français comme ça. Mais madame, je ne comprends pas ce que vous dites. C'était très drôle, ça c'est génial. Ouais. À mon avis, je pense pas qu'ils ont été tournés à Paris. Non, je crois pas, non. Ah non. Non, en plus, quand tu es dans l'hôtel, je pense que quand tu es dans l'hôtel, tu vois en même temps la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur, enfin un truc un peu impossible. Oui, mais n'oublie pas qu'ils sont riches. Oui, c'est vrai. Oui. Peut-être qu'ils ont une chambre 360 degrés. Ils voient tout Paris, genre, il doit y avoir même pas de... Enfin, il doit y avoir une petite dizaine de kilomètres entre les deux. Alors, on n'a pas parlé de la musique, quand même, qui est... Incroyable. Alors, on a ces chants de Noël qui reviennent en permanence et surtout la musique de John Williams. Et alors, si j'ai bien compris, c'était pas le premier nom avancé. Le budget était trop petit pour qu'ils osent demander à John Williams. D'ailleurs, c'est la raison, ça j'ai pas évoqué tout à l'heure, mais la raison pour laquelle maintenant on le retrouve plutôt dans le catalogue de la Fox, c'est parce que à la base, John Hughes avait négocié avec la Warner pour produire le film, mais qui s'attendait déjà par avance à un dépassement du budget vu certains choix scénaristiques et que en Stoum, alors que c'est normalement illégal, il n'avait pas le droit de faire ça, il a fait une réunion secrète avec des exécutifs de la Fox pour essayer d'un petit peu sécuriser un allongement de budget au cas où la Warner refuserait un allongement, ce qui s'est passé. Et donc finalement ça a fini, je ne sais pas par quelle tractation. Mais c'est encore même plus terrible que ça, c'était carrément pendant la prépa du film. Donc pendant la prépa, exactement. Le décor qui était en train de se construire, il y avait toute une série d'équipes qui étaient déjà engagées, et la Fox avait limité au début c'était 10 millions, ils voulaient bien monter à 13,5, un truc comme ça, et puis ça a été budgété à 18, je crois. Je crois que c'est 18, ouais. Moi j'avais lu 15, mais... Ouais. 15, et la Fox ne voulait pas, la Warner ne voulait pas monter au-dessus, et un scénario a été oublié dans les bureaux de la Fox, ce qui a permis à des exécutifs de le lire, et directement derrière, ils ont réengagé les gens qui venaient de se faire virer. Enfin bon, oui. En même temps, vous savez combien il a rapporté ce film? Oui, alors... 533 millions de dollars. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Donc ça valait la un budget peine. de 18 millions. Ça valait la peine. Il y a un truc de rentabilité, et d'ailleurs, à l'époque de sa sortie, je pense qu'il était vraiment dans une espèce de top des films les plus rentables, genre derrière Star Wars. Ah oui. C'était... Voilà, je pense qu'il était dans le top 3, juste derrière E.T. et Star Wars, quelque chose comme ça. Et alors là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement John Williams n'était pas pensé dès le début sur cette production. Il a fini par y arriver, mais en réutilisant énormément de chants de Noël un peu classiques, un peu traditionnels. Et ça, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles c'est un film qu'on associe à ce point, je pense, aux fêtes de fin d'année. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Le sapin aide aussi. Oui, le sapin aide, mais je trouve que l'identité sonore fait bien beaucoup. Sûr, oui. Tu vois. Et c'est des chants de Noël que maintenant je préfère. Ce sont ceux de Maman, j'ai raté l'avion. Bien sûr. Et la fameuse chorale, là, j'ai appris récemment que c'était un chant ukrainien. Oui, j'ai lu ça. Ouais, elle est très, très très bien cette chanson. C'est magnifique, ça donne chaque fois des frissons, je trouve, ce passage-là. Elle est très chouette.
Mais il a accepté aussi. Ils ont eu contact avec John Williams via Spielberg, puisqu'ils s'entendaient assez bien. Et Chris Columbus, comme je le disais, a bossé sur des productions en blind, donc voilà, ça c'était quelques années avant, donc ouais. Bah oui, les Goonies, tout ça. Voilà. Et John Williams a vu le premier montage et a eu un coup de cœur. Et après, a dit par la suite, je fonctionne aussi sur des projets. Voilà. Coup de cœur, quoi. Coup de cœur et pas que sur le budget. Scénar ou le budget. Ouais. Mais d'office, la musique fait tout, quoi. Fait tout dans ce film. Ouais. Petite anecdote, je pense maintenant, mais le petit frère de Macaulay Culkin joue dans le film, celui qui boit trop de Pepsi. De soda, ouais. Iran, le cousin Fuller. Ouais. Et qui fait pipi au lit, non? Et qui fait pipi au lit. Mais vous avez remarqué qu'ils boivent du Pepsi tout le temps dans le premier film. Dans le 2, ils boivent du Coca. Oui. En fait, c'est parce que ça a fait une énorme publicité à Pepsi, ce premier film. Et donc, Coca-Cola a payé la production pour apparaître comme boisson principale dans le 2. Oui, tout à fait. D'autant plus qu'on sait bien que Coca-Cola a, depuis longtemps maintenant, chaque année dépense d'énormes sommes à but marketing pour être associé à Noël. Donc là, vraiment, il y avait cette espèce de manque à gagner. Mais oui, par rapport au premier film. Mais quand tu penses que dans le 2, je pense que je me souviens bien, dans le 2, le salaire de Macaulay Culkin seul, c'est 8 millions de dollars. Et dans le 1, c'est 100 000, je crois. Oh my god. Ouais, mais après, comment tu ris pas? T'es sûr que c'est 8 millions? Moi, je croyais que c'était un petit peu moins, moi. Moi, j'avais lu 8 millions. 8 millions, rien que pour lui. Qui est le salaire le plus haut pour un enfant de moins de 12 ans dans toute l'histoire Sans du blague. cinéma. Et d'ailleurs, on parle de ça, mais effectivement, la difficulté de ces deux films, c'est de devoir tourner avec un enfant. Déjà, il y a toute cette histoire de un enfant star qui gagne de telles sommes. Là, on peut en reparler parce que ça peut créer des problèmes même de développement. Je pense que ça a créé... Parce que j'ai commencé à ne plus trop m'associer à la figure de Macaulay à partir de l'adolescence. Quand il gagnait 4 millions, ça allait. Puis quand il a commencé à prendre des drogues et à devenir un peu... à fréquenter Michael Jackson d'un peu trop près, là, j'ai décroché. Là, moi, j'étais quand même branchée sur Party Monsters. Hein, quand même, il était quand même très, très... qui est un de mes films préférés. T'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu. Très très bien. Je me suis arrêté à My Girl. Oh My Girl. Ouais. Oh là là. Et alors, le deuxième aspect que je voulais amener par rapport à la production du premier film, en tout cas, c'était que si vous avez vu le film, vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte qu'il y a énormément de séquences qui sont tournées de nuit. Et la difficulté, c'est que quand tu bosses avec un enfant acteur, tu ne peux pas le faire travailler après 22 heures. Oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'ils avaient des plages assez limitées pour faire tourner Macaulay Culkin sur des scènes clés qui se passaient de nuit, quoi. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui est un peu handicapé. 5 heures par jour. Ah bah voilà. De tournage. Oui, avec le petit. C'est vrai, ça. Et puis, ils n'avaient pas de neige non plus. Ils ont eu leur money shot là, dans le 1, quand il y a la maman qui revient. Et où il y a là on voit que c'est pas de la fausse neige, il y a des plans larges et tout sur toute la ville. C'est un jour où ils avaient mis au plan de travail, si il neige, on interrompt tout et on va tourner cette séquence là, quoi. Et tout le reste, c'est c'est énormément de fausse neige. Même l'étang gelé là, c'est un faux étang gelé. Sauf il y a quand même une séquence juste avant qu'il ne rentre dans l'église. À un moment, on le voit marcher dans la neige. Là, tu vois que c'est de la vraie neige. Oui. C'est-à-dire, je me suis dit, tu le vois marcher dedans, je me dis, ah non, ça se voit. Vu l'empreinte. Et Marvin, tu te souviens, il y a 2 ans, je pense que Macaulay Culkin a refait toutes les scènes du film en tant qu'adulte. T'avais vu ça? C'est possible, ouais. C'était pour une pub ou quoi? Ouais, pour une pub, je ne sais plus quoi, ils ont refait une pub. Je crois que c'est pour une pub Google. C'est Google? Ah oui, c'est pour une pub Google, mais Google, genre le Google à qui tu parles dans la maison, là, tu vois. Le Google Home ou quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça me dit vaguement un truc. Ça me dit quelque chose, mais... C'est très très drôle parce qu'il ne se ressemble plus beaucoup, en fait. Tu veux dire qu'il ne se ressemble plus à lui quand il avait 9 ans? Non, mais... Oui, c'est à peu près ça que je voulais dire. Petit Kevin. Ouais, mais la pub était hyper drôle. On n'a pas parlé non plus de ce faux film tourné pour... Je pense à la même chose. Ah. Oui. Marvin, ce faux film de mafieux comme ça qui dégaine sa mitraillette ouais, moi à l'époque je pensais que c'était un vrai film, que c'était un vrai truc, comme tout le monde, je pense, hein. Tout le monde l'a cru. Mais c'est une parodie d'un film de Michael Curtiz. Moi je savais déjà. Ça se voit. À 9 ans j'avais capté le truc. Et par contre l'extrait passe 2 fois dans le film et il y a une erreur. Il y a une variation. Je m'en suis rendu compte ici en le revoyant, c'est que
dans le premier, il tire et puis il parle, puis il retire. En fait, quand il repasse le deuxième fois, il tire en continu. C'est pas le même nombre de coups. Ah oui, ok. Ouais. Bien vu. Et, vous savez, même sans note, ça, encore une fois. Juste. Mais tu devrais être script. On regarde. Ouais, mais ça. Mais moi, Vincent, quand il regarde des films avec moi, il devient fou parce que Ah ouais. je chope toutes les Tu vois erreurs. tout. Je vois tout. Ouais. Et Alors, les non, regards caméra. c'est très Oh, mon drôle de Dieu. regarder des nanars avec. Donc là, on va digresser un petit peu, mais si vous avez écouté notre épisode sur Samurai Cop, Oh là là. Samurai Cop, elle était championne. Je crois que c'était celui-là où il y avait des regards caméra, mais il y avait un nombre Il y a des regards caméra. tout le temps. incalculable. Black Ninja aussi. C'était les Black deux, Ninja, ouais. je pense que c'était Samurai Black Cop, Ninja. c'était le script de la perruque. Oui, c'est Et ça. Black Ninja, c'était le script des regards caméra. Voilà, c'est ça. Et elle les capte tous, tout le temps. Elle ne regarde que ça. Ouais, les erreurs. Et alors, ça quand Tu me- regardes- regardes les regards caméra. Je regarde. Voilà, c'est la mise en abîme, quoi. Ouais, j'ai un genre de eye contact comme ça avec les comédiens sur l'écran. C'est un J'aime sixième beaucoup. sens. Non, mais c'est un truc qui m'énerve. Mais c'est vrai que les erreurs comme ça, je les capte beaucoup. Mais oui, vous pouvez recompter les coups de flingue. Je suis un peu nulle en flingue, par contre, donc je ne sais plus ce qu'il utilise. Sulfateuse. Ok. Non, je sais pas. Mais c'est vrai que Filthy animal. quand t'es petit, tu te dis pas qu'ils ont tourné ça quoi exprès. C'était vraiment. Si, et C'était bien. ils l'ont tourné en légère contre-plongée de manière à rendre le film Tout à fait. un À peu hauteur plus d'enfant. inquiétant. Oui, à Ah, hauteur à d'enfant. hauteur d'enfant. Ah, c'est chouette de savoir Ouais. ça. je savais Comment pas. parce que effectivement ils avaient toute la liberté de la faire comme ils voulaient vu que c'était spécifiquement tourné d'ailleurs je pense en pellicule noir et blanc mais vraiment pour intégrer dans ces séquences là et qu'il y a eu cette idée effectivement de dire mais si on amène la contre-plongée, mais moi ce que j'avais lu c'était vraiment pour se dire il faut qu'on se mette à la hauteur d'un enfant qui appréhende Voilà. ces séquences là et donc de penser la contre-plongée comme un enfant qui regarde des adultes en fait. Ouais, Oui. pour que ce soit vraiment flippant. Mhm. Et inspiré d'un vrai film De Michael Curtis. noir Mhm. des années 30, je crois. Angel with Dirty Faces. oui, voilà, comme c'est ça. Ouais, c'était bien. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ce premier film? Un avis, une passion? Non, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai découvert qu'il y a eu quand même 3 morts de crise cardiaque dans l'équipe de Maman, j'ai raté l'avion. Ah Mais ouais? enfin Bah, Bon. John Hughes, John Candy et John Hurt. Ah oui, mais pas pendant le... Pas pendant Non, non, pas pendant le on tournage. n'est pas dans l'exorcisme, quoi. Non, tu non, vois, non, j'étais là, mais ok. tu vois, mais je sais pas, j'aime bien de voir quand les gens sont morts, à quel âge, etc. Et Bon, ouais, je sais pas. John c'est- Candy, il était 46 ans quand même. hein. ouais, 43, je crois. 43 même. Même. Ouais, il était Wow. super jeune. Ah ouais. Ouais. Et tous les trois les 3 John du Les 3 film John, sont crise morts de cardiaque. crise cardiaque. Maintenant, quoi. la crise cardiaque est quand même une mort relativement Ah bon Oui, Courante. ça arrive. Ouais. C'est Tu m'aurais dit, les 3 John sont morts écrasés par un fer à repasser. Pendant le tournage, je me suis dit, bon. Non, Non, c'est c'est vraiment, John Candy, son moi, dernier film, c'est Rasta Rocket. c'est vraiment du gossip pas intéressant. ce que non, je si dis. j'adore. Bah, moi On aime j'aurais- bien ça. J'aurais quand même éventuellement, enfin, je serais curieux d'avoir ton regard de scénariste sur la façon dont, Sylvain, mais je veux bien aussi ton avis, Marvin, évidemment, sur la façon en fait dont il y a quand même un enjeu dans le premier Maman j'ai raté l'avion, enfin qui est le même que dans le 2, qui est un enfant qui se sent déconnecté de sa famille. Alors notamment personnifié par la mère, mais bon, c'est aussi personnifié par le fait qu'il s'entend pas avec son frère. T'as l'impression que les parents, notamment les deux, le père, le frère du père, le voit un peu Son comme un oncle fauteur de ouais. troubles, Ouais, ouais. qui est insupportable, un oncle d'ailleurs. L'oncle Radin. C'est ça, mais oui, l'oncle Radin. Et il se retrouve seul, et j'ai l'impression, en fait, quand j'arrive à la fin du film, que outre le fait qu'il revoit sa mère, il est content de la voir parce qu'elle lui a manqué, j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie résolution de ça lorsque la famille revient. Si ce n'est cette Si, poignée le de main, frère, oui, voilà. Si ce ouais. n'est cette poignée de main Mais ça qu'il a avec suffit. son frère. Ouais, ouais. Et voilà, voilà, c'était un peu l'avis que je voulais avoir selon vous, parce que moi, parfois, j'ai toujours l'impression, je me souviens que ça me faisait cet effet-là quand je voyais le film les premières fois, et là, à nouveau, je l'ai revu, ça m'a fait cette impression, un sentiment de trop peu par rapport à ça. Mais oui, mais de toute façon, je crois que c'est un prétexte. C'est un prétexte d'avoir un gamin qui s'amuse chez lui et qui fait des conneries. Et puis, à un moment donné, il faut quand même lui amener un problème dans les pattes. Donc, on lui met 2 antagonistes. 3 même, puisque le voisin, Ouais. soi-disant tueur en série, est un faux antagoniste qui, à un moment Ouais. donné, devient un allié. Mm. Mais le prétexte, c'est le pitch du film, quoi. C'est un gamin tout seul à la maison qui est libre, qui retrouve une liberté et qui découvre une liberté et qui peut vraiment tout faire. Et c'est un peu
pas rituel initiatique, mais je veux dire, il y a quand même il apprend à ne plus avoir peur dans la cave. Je réfléchis en même temps que je parle. Hein. Non, mais c'est vrai, il apprend beaucoup pendant le film. Il apprend beaucoup, il apprend à faire des courses, il apprend il se confronte aux voisins. Il se confronte aux voisins, il fait même sa lessive. Enfin, en fait, finalement, il est assez sage comme gamin, hein, parce que je sais pas si vous voyez, le soir, il est avec son petit... En plus, il range la maison, c'est incroyable. Il range la maison, il est avec son petit peignoir de bourgeois. T'as l'impression qu'il est... Et quand la maman arrive, elle dit t'as nettoyé, t'as décoré pour Noël. Oui, c'est dingue. Tout est clean. Ouais. C'est dingue. Les femmes sont pas habituées, hein, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je peux revenir sur le midpoint, c'est qu'il y a quand même un moment où son problème, c'est qu'il ne se sent pas accepté et il ne se sent pas aimé par sa famille. Dans le 1 comme dans le 2. Et d'ailleurs, il y a toujours ce moment mes parents m'ont laissé seul, m'ont oublié à la maison. Et puis après, il sourit mes parents m'ont oublié à la maison. Enfin, voilà. Et ça résume tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça redevient pour lui une nécessité de retrouver sa famille, d'être accepté par eux. Je sais plus si... Voilà. Ouais, je sais plus si ça répond... plus ou moins, parce qu'en fait, vraiment, la question, c'était de me dire, mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose, en fait, à cette structure, au moment de la fin, ne serait-ce que une résolution vis-à-vis, par exemple, du père ou de l'oncle, hein, tu vois, parce qu'en fait, eux, ils ont simplement l'air de revenir et de dire, on a passé de bonnes vacances. C'est surtout maman, hein, on a bien... Voilà, c'est ça. Une conscience de la lutte des classes, peut-être. Voilà, je ne sais pas. Une empathie pour les méchants. Non, mais après, ils sont assez malins aussi, parce que les méchants sont... non seulement ils volent, mais ils saccagent les maisons en les inondant. Voilà. Les casseurs flotteurs. Alors, les casseurs flotteurs. On les appelle parce les que casseurs flotteurs, s'ils volaient un peu de bijoux, etc., bon, allez, d'accord, t'es couvert par une assurance, mais là, c'est dégueulasse, quoi. Le Marvin est vraiment dégueulasse. Ah, ouais. Mais à la fin du film, ok, Buzz lui dit parce que je suis content de te voir ou quoi, mais quand même le dernier truc que t'entends, c'est Buzz qui hurle parce qu'il a pété toute sa chambre, quoi. Et dans le 2, c'est le père qui hurle parce qu'il a une ardoise de 800 € au Plaza Hotel. Tout à fait. Et puis sinon, il y a aussi des éléments qu'on n'a pas mentionnés. Je suis obligé de le faire parce que si vous avez l'habitude d'écouter le Popcorn Club, vous avez peut-être fini par l'apprendre. Je suis arachnophobe, moi. Chacun ses phobies. Hein. Voilà, chacun ses phobies. C'est vrai, la scène de l'araignée. La tarentule. Oui. Comment moi, ça va. En fait, ce qu'il y a, c'est que ces araignées-là, c'est un peu plus facile que genre les tégénères. Ok. Voilà. Mais effectivement, quand il y a une araignée, je suis pas à l'aise. Surtout quand il y a une araignée qui a tendance à bouger vite. Et dans cette, il y a des séquences. Il y a des séquences par où tu la vois bouger comme ça. Je suis là, oh là là, l'horreur. Et puis alors, le moment effectivement où tu vois Marvin au sol avec l'araignée sur la gueule, tu vois qu'elle est là. Tu vois que c'est une vraie araignée. L'horreur. Alors là, l'horreur. Regarde, il en a une. Oui, c'est pas une araignée en CGI. C'est une vraie. Même l'araignée, elle fait ses cascades elle-même. Et d'ailleurs, dans la scène, dans la prise où elle est sur Marvin, pour ne pas effrayer l'araignée, quand elle est sur son visage, le cri est en post-synchro. Donc il hurle, mais sans son. Ouais. Ah oui. Il ouvre juste la bouche et il fait semblant de crier. Et puis après, en post-synchro, il a vraiment. Et là, elle entre crié, dans sa bouche. Mais oui, parce que pour ce genre de film, il faut des dresseurs d'araignées pour ce genre de choses. Mais oui, évidemment. On en a eu sur Baraki. C'est vrai ? Ah bah oui, on a eu un dresseur d'araignées qui vient de Liège d'ailleurs, je crois. En tout cas, il avait un accent liégeois et qui nous disait attention parce que il faut pas l'acheter parce que sinon elle casse. Parce que c'était pas une qui saute. Il y a des araignées, des migales arboricoles qui sautent, mais celle que nous on avait avec les jolies petites pattes oranges, elle peut pas tomber parce que sinon effectivement elle se casse, quoi. Oh waouh. Donc voilà. Un dresseur d'araignées. On a dû faire attention. Oui. Je trouve ça incroyable. Dresseur, je ne sais pas. Je sais pas si tu les dresses ces animaux-là. En tout cas, des propriétaires d'animaux bizarres. En saison 2, il nous a amené une espèce d'iguane aussi. On a parlé avec justement Antoine Bourse sur l'apprentie sorcière du fait que elle transforme Églantine transforme tous les personnages à chaque fois en lapins, mais que dans le bouquin original elle transforme en grenouille. On s'est dit que ça devait être très difficile de dresser une grenouille et enlever un livre d'une bibliothèque. C'est pour ça qu'il y a que des lapins dans le film. Voilà, j'aurais bien voulu connaître un dresseur de grenouilles, ça m'aurait beaucoup plu. Est-ce qu'on passerait aux 2 ? Oui.
Alors, Ah oui, dernière anecdote sur le 1. Vas-y. En fait, la petite amie de Buzz. Ah oui, je l'ai celle-là. Tu Mais l'as vas-y, aussi j'aime bien cette anecdote. La petite amie de Buzz, c'est une anecdote que j'ai entendue Elle est terrible. récemment. C'est en fait un garçon. C'est le fils de Dan Webster, donc le directeur artistique du film, qui a tout décoré en vert et rouge. Donc c'est son fils qui a été à qui on a mis une perruque et qu'on a grimé en fille. Ouais. Pour ne pas qu'on soit méchant. Pour ne pas qu'on soit méchant envers une gamine, une vraie gamine. Qui Eh ben, j'allais justement, c'est parce que là vous l'évoquez, j'avais oublié, mais effectivement, ce passage-là, je me suis dit, oh putain, le film est vieux et j'aime pas trop cet humour. Non, mais mais voilà. Mais on en a reparlé récemment parce que dans Harry Potter 4, ils font la même vanne et pourtant c'est bien plus récent et là c'est une vraie fille. Oui, mais c'est pas Chris Columbus dans le 4. Hein. Non, je sais, mais on a parlé avec Katia pour Harry Potter 4 où ils font ce genre de vanne sur une vraie fille là et c'est genre elle est grosse, elle est moche. Tout à fait. Oui. Il n'y a aucun signe qui vit à l'intérieur de cette meuf. Enfin, tu vois, ça vraiment, me faisait déjà moyennement rire avant, mais là tu peux être rassuré, c'est dans les petits garçons avec une perruque. Oh non, c'est pas sympa pour les petits garçons ça. Bah, au moins, voilà. Il y avait comme une espèce de conscience chez Chris Columbus de protéger une petite actrice éventuelle. Ouais, je trouvais ça cool aussi. Et donc dans cette suite, il se passe quoi dans le 2 ? Donc on est 2 ans plus tard. En fait, on est 2 ans plus tard en termes de production, mais en termes de narration, je pense qu'on est directement l'année d'après, puisque effectivement, il y a des répliques au sein du film où ils disent tu vas pas nous refaire comme l'année passée. On a passé 9 mois en prison. On a passé... Sauf que, effectivement, il va faire quasiment exactement comme l'année précédente, c'est-à-dire qu'il va se disputer avec ses parents la veille d'un départ en vacances, alors qu'on est en période de fête. Ils sont censés tous aller en Floride pour eux, c'est bien la Floride. C'est la Floride. Ouais, c'est ça, c'est la Floride. Oui, pardon, je mange des chips alors je n'ai pas mon micro. pour aller passer des vacances en famille. Et alors que ils se réveillent tous à nouveau en urgence parce qu'il y a exactement le même gag qui se produit que l'année précédente. Il y a beaucoup de gags similaires. Hein. Beaucoup de gags similaires. Non, c'est pas le même. Cette fois, c'est pas un arbre qui déclenche mais là, sauf qu'ils se réveillent en urgence, mais ils sont tous dans la voiture. Ils se réveillent en urgence parce que le père retire la prise et oublie de remettre... voilà, bon. Mais c'est quand même une coupure d'électricité. Et donc, ils se retrouvent quand même tous à partir en vacances. Cette fois, il n'est pas oublié à la maison, mais alors qu'ils sont dans l'aéroport et qu'ils sont tous en train de courir, il n'y en a pas un pour se demander si toute la famille suit. Ça veut dire... Parce qu'ils sont pressés. Ça veut dire que Kevin, lui, qui est laissé derrière parce qu'il a changé les piles de son enregistreur audio... Son Walkman. C'est un Walkman, mais qui fait enregistreur aussi. Comme tous les Walkman. Ouais, enfin voilà, il y avait un micro intégré, quoi. Dans tous les Walkman, on pouvait faire ça. Ah bon ? Non, c'est un appareil un peu spécial. D'ailleurs, qui a été... Les ventes en booster. Les ventes ultra boosté, enfin placement de produit quoi. Il y en a quelques-uns. Donc on va y arriver. Et en fait, au moment où il veut rattraper sa famille, il se met à suivre une personne qui est habillée comme son père, mais qui n'est pas son père, et sans s'en rendre compte, se retrouve embarqué sur un vol pour New York. Alors c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance, d'autant plus que là, dans le 2, mais on va pouvoir en parler, il y a un peu le justificatif d'erreur qui fait qu'on peut croire au fait que ok d'accord il y a un élément de péripéties qui font qu'effectivement il y a quiproquo, c'est un peu moins concevable, j'ai quand même l'impression, et donc il se retrouve tout seul dans cet avion, il arrive à New York aujourd'hui ça ne fonctionnerait pas mais ouais, et c'est seulement quand il arrive à New York qu'il se dit mais en fait je suis tout seul et ma famille, je suis pas au bon endroit. Donc, et là, à nouveau, il fait mais je suis pas au bon endroit. je suis tout seul à New York. Voilà. Je suis tout seul à New York. Exactement. Et à partir de là, il va y avoir peu ou prou les mêmes éléments narratifs, c'est-à-dire que il va à nouveau tomber sur quelqu'un qui est inquiétant au début, qui se retrouvera à être un allié, qui va apprendre à connaître. La femme au pigeon. Là. La femme au pigeon, exactement. Il va reconnecter à un certain esprit de Noël et au fait que la famille c'est important vis-à-vis au fil de certaines de ses péripéties, et surtout il va retomber hasard total sur les casseurs flottards qui viennent justement de s'évader de prison et qui arrivent à New York, et donc au hasard dans la rue, dans la plus grande ville du monde, ils croisent les casseurs flottards, et donc j'étais à New York, j'ai réussi à croiser 2 potes. Voilà. Donc, ça arrive. Ils sont de prison. Non. Et alors le plan des casseurs flotteurs, c'est de cambrioler un magasin de jouets à la veille de Noël, parce qu'évidemment à la veille de Noël les magasins de jouets ont plein de cash, c'est bien connu, et donc qui sont pas bien gardés soi-disant. Et
Kevin McAllister, apprenant ça, va tout faire pour les empêcher à nouveau de commettre leur larcin. Et d'avoir de l'argent pour leur vie de pauvre. Sauf que c'est pour un hôpital pour enfants. Oui, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est très important parce que là, c'est bien mieux justifié en tout cas que dans le premier, qui est si jamais ils veulent cet argent, c'est de l'argent qui ne va pas aux hôpitaux des enfants, des pauvres enfants qui sont en hôpital. Et effectivement, il y a un moment où ils voient un enfant. Voilà. Tu vois, c'est vraiment trop quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est malin, c'est incarné à l'écran. Ouais. Il voit un enfant dans un hôpital, un enfant malade, qui lui fait signe par la fenêtre. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a la petite musique un petit peu rythmée qui se lance, où il commence et à puis il dit non, je plan, peux pas les laisser cambrioler. Oui, il faut que cet argent revienne à l'hôpital des enfants malades, quoi. C'est ça. T'as aimé toi ce film, Marvin? Oui, j'aime bien ce film. Tu l'aimes autant que le premier? Moi, je suis quand même plus attaché au premier. Parce qu'il fait moins de Noël, tu disais. Parce que je trouve qu'il fait un petit peu moins Noël, mais c'est probablement parce que ici on est vraiment en milieu ouvert, en milieu urbain, alors que dans le premier on est tout se concentre vraiment sur la maison qui est décorée et tout ça, donc on est vraiment dans l'esprit de Noël. Ici peut-être un petit peu moins, mais ça rend quand même le truc, ça rend quand même l'aventure quand même assez chouette. Bien que je trouve que l'arrivée après dans la maison du frère de son père, c'est ça, c'est ça l'idée. Un oncle ou un cousin. Oui, voilà. C'est le même frère qui vivait à Paris avant. Oui, c'est qu'on ne voit pas. Oui, qu'on ne voit jamais. Qu'on ne voit jamais finalement. Oui, qui n'a jamais reçu aucun salaire pour. Voilà. Non, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et donc, je trouve que le prétexte est quand même un petit peu léger sur la fin, sur le fait d'arriver à nouveau dans cette maison, de monter dans la maison, de reproduire un petit peu les pièges. Voilà. Elle n'est pas très Noël cette maison. Elle n'est pas très Noël du tout. Non, elle est complètement un peu crasseuse. Et donc du coup, voilà, je trouve. Voilà, évidemment. Mais après, tout fonctionne aussi fort sur le running gag, comme ça, avec des gags assez similaires, avec ce début où il pousse son frère Buzz dans la chorale, et puis à nouveau, il y a toute la famille qui le regarde. Kevin, tu ne dois pas t'excuser. Il y a vraiment tous des éléments, la statue qui est tout le temps renversée aussi dès quelqu'un. Enfin voilà, il y a tout du running gag comme ça qui revient. Donc ça reste quand même fort proche du A, mais quand même, je trouve que l'idée, et je trouve qu'on le voit encore plus quand on regarde les suites, les chefs-d'œuvre d'après. Je trouve que l'idée quand même de déplacer quand même l'action comme ça. En milieu urbain dans une grande ville comme New York, ça reste quand même intéressant et ça permet quand même de rendre le film, quand même de le distinguer en tout cas du premier volet, je trouve. Ouais. Vas-y, Vincent. En fait, c'est vrai qu'il y a un élément en plus qui amène des éléments comiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un acteur qu'on n'a pas cité, qui est présent dans le 2 et qui n'est pas dans le premier, c'est Tim Curry. Ouais. Et qui incarne en fait le staff il incarne le staff, en fait ils sont 3 de l'hôtel, donc le Plaza, dans lequel Kevin McAllister arrive à arnaquer en fait pour faire croire que son père il est génial. C'est vraiment drôle. Et Tim Curry, en fait, il amène énormément d'aspects comédie. Je trouve que son jeu d'acteur, ça fonctionne vraiment bien. Je trouve qu'il porte Tim Curry est merveilleux. Il porte plein de scènes en fait. En tout cas dans la première partie du film, où vraiment il y a ces éléments comiques qui sont complètement neufs, puisque c'est un nouveau décor et c'est il est tout seul dans un hôtel de luxe, il a la suite impériale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élément nouveau donc de cette suite. On testerait bien de faire ça, non? De dire ouais, je suis avec quelqu'un qui va payer, tu vois. Et voir si ça passe. Ouais. Mais à un moment, il donne quand même la carte de crédit, parce que le truc, c'est que son père l'a oublié derrière, mais avec ses bagages à lui. Ça veut dire qu'il a tout le cash, il a la carte de crédit, il a tout. Il a tout le fric de papa. Voilà. Tout le fric de papa. Encore un film sur la bourgeoisie. Mais je suis d'accord avec toi, Marvin. J'ai l'impression que le 2, c'est un exercice de style de remake, mais vraiment où on reprend exactement tous les ingrédients du 1 et comment est-ce qu'on les renouvelle, comment est-ce que tous les ingrédients du 1 sont renouvelés. Et là, pour le coup, alors que souvent, et à mon avis, ce sera le cas pour le 3, 4, 5, 6, on se dit, ok, mais à quoi bon? Là, dans le 2, le 3, je l'avais vu aussi. Oui. Il y a, à l'époque où il est sorti. Ouais. Mais pour le coup, je trouve que c'est fait par une équipe brillante et que ça fonctionne en fait. Ça fonctionne. Il y a de la nouveauté dans la réinterprétation. C'est comme une variation, quoi. Mais je dirais, tu es même content de voir le gag tourner autrement. Exactement. En fait, c'est tellement bien foutu que tu te dis pas, oh, ils ont fait la même chose. Tu te dis, ah, c'est comme dans le 1, et t'es content de le voir.
Oui, même toutes les séquences slapstick de pièges à la fin, avec encore plus les violent. pots de peinture, encore ultra violent. Là, hyper violent. en fait, C'est ça qui est dingue. c'est vraiment dans le 2 que je me suis dit, là, il devrait mourir. Le coup quand il lance des briques, je dis, mais à la première brique, il est censé mourir. On va faire un concours de lancer de briques. Mais il tombe aussi. À un moment donné, Très la haut, corde est en feu et il tombe de 2 étages Mais oui. sur le dos, mais comme le coyote dans Baby et Coyote, oui, quoi. c'est Ils ça. sont là, aïe, et puis après ils courent après. C'est très Cactus Jack en fait, Oui, tout ça. tout à fait. Mais oui, il y a même si c'est une redite énorme, ça ne t'emmerde quand même pas. Et puis Ouais, j'ai l'impression c'est ça qui est bien que, fait, ouais. alors ils avaient 18 millions, 15 Le ou 18 premier. millions pour le premier. Là, ils ont un peu plus de budget, ils payent tout le monde un peu mieux. Et je crois qu'ils ont aussi appris, vu que c'est la même équipe du premier, du 1, et ils se disent, on va faire mieux, on va pas répéter les erreurs, donc tout le monde est un petit peu plus outillé au niveau artistique, et au niveau de la direction artistique, de la réa, etc. Tout le monde est plus à l'aise, acteur comme chef-op, comme réalisateur, et du coup ils vont plus loin. Bien sûr. Ouais. Oui, et dans cette mesure d'aller plus loin aussi, c'est comme je le disais, on l'a évoqué, mais cette façon qu'ils ont de cadenasser, de rendre beaucoup plus solides les raisons pour lesquelles McAllister, Kevin, veut défendre quelque chose, là, qui est le magasin de jouets. Là à nouveau ça a été personnifié, mais il y a aussi un autre aspect qui n'était pas présent dans le premier et qui là apparaît clairement dans le second, c'est le fait que on te les présente vraiment comme des méchants en fait, ces deux-là, parce qu'ils ont une envie, c'est de le tuer en fait, le gosse. Ouais, là ils ont vraiment envie de le tuer. Ils ont vraiment envie de le tuer. Joe Pesci dit même à un moment donné, tant pis si on me pend, je vais le tuer. Voilà, Oui. je veux le tuer. Et vraiment, il dit, et moi, ça ne me ferait rien. Ouais, non, j'en prie. Et Marvin aussi le dit à un moment donné, quand il se lève après cette prise, je pense, du plâtre sur la tronche ou quoi, il dit, je vais assassiner ce gosse. Mais vraiment, il y a vraiment un côté, on veut sa peau, quoi. C'est dans le concret, voilà. Ouais, mais clairement. ça apparaît pas dans le premier. Ça, dans le premier, c'est un malheureux concours de circonstances. Eux, c'est de simples petits voleurs. Tu vois, en tout cas, c'est comme ça qu'ils sont caractérisés. Ouais. Il y a un truc que je trouve qui me fonctionne moins par rapport à l'émotion dans le 2, c'est la dame au pigeon. Je trouve que par rapport à Marley, moi ça tombe vraiment à plat. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, ayant déjà vu le premier, tu sais où ça va aller. Et je pense que tu es un peu moins surpris. Oui, je pense que oui, tu te laisses pas. Là, pour le coup, tu te laisses pas avoir. Ouais. Le faux antagoniste, ça marche moins. Mais en plus, et elle est toute belle, elle est toute mignonne en fait. Oui, et on comprend beaucoup plus vite qu'elle n'est pas méchante aussi. On le comprend tout de suite. Vois, mais je suis pas sûr qu'ils ont essayé vraiment justement de rejouer le truc à fond. Ouais, mais lui il est effrayé, mais on se dit nous très vite. C'est plus un jeu de citation. Là pour le coup, c'est vraiment un jeu de citation. J'essaie de me rappeler quand j'étais enfant. Je pense que Marley me faisait peur. Elle m'a jamais fait peur, quoi. Je me suis jamais posé cette question. Déjà, est-ce que tu as peur des pigeons? Il y a des gens qui ont peur des ça pigeons. Oui, c'est possible. Il y a des gens. J'ai un ami qui a peur des pigeons. Faut pas qu'il regarde ça alors. Non. Oui. Ou ni qui se balade place Saint-Lambert. Mais elle arrive quand même aussi chaque fois au moment où tu te dis le climax où il se fait attraper par les méchants, et où dans le 1, c'était encore une autre anecdote, Joe Pesci lui a vraiment mordu le doigt. Oui, tout à fait. Oui. Apparemment. Oui. Apparemment. Et on dit que Macaulay Culkin aurait encore une cicatrice. Oui, j'ai lu la même chose. Mais c'est à ce moment-là que la dame aux pigeons arrive avec ses pigeons pour le sauver. Ouais, tout à fait. N'empêche, c'est vrai que ça, tu l'écris comme ça. C'est vrai. C'est génial. Qui valide ça derrière? Oui. Mais sauf les pigeons. Mais sauve l'enfant. Mais il se trouve que c'est ça, on n'a pas dit, mais dans le premier film, c'est aussi exactement comme ça que se résout l'intrigue, puisqu'il arrive à les faire aller dans une autre maison, et c'est son voisin qui était inquiétant au début qui vient et qui assomme les voleurs à coups de pelle. Alors t'imagines un peu comme de pelle à neige. Comme quoi, il faut quand même l'aide d'un adulte à la fin pour coup de pelle, coup de pigeon. Coup de pelle ou coup de pigeon, mais balancer un seau de graines. D'ailleurs, c'est marrant, elle se balade toujours avec des seaux de graines. C'est son côté Mary Poppins en fait. Oui, mais elle est plus elle est plus réussie dans Mary Poppins, hein, la vieille au pigeon. Ouais, je trouve. Et puis là, alors, quand il est dans Central Park, rendu très inquiétant, ils sont pas ils sont pas effrayants. Non. Pour les adultes, ils sont pas si effrayants Absolument que ça. Non. Les fous de Central Park. Oui, non. Ça reste propre, quoi. Ça reste très propre. Ouais. Hein. Pour compenser avec les deux assassins. Pour Kevin, qui est un peu maniaque de la propreté, je comprends qu'il soit choqué. Quoi. Mais oui, mais
Et T'as vu où il habite? Et alors, un autre aspect qui Les pauvres, apparaît il dans... connaît pas, hein. Il a jamais vu de pauvre. c'est vrai qu'il a jamais vu de pauvre et là il en voit et du coup je comprends Il qu'il est a choqué. peur. Et en fait, un autre aspect qui apparaît dans le deuxième film et qui n'était pas vraiment présent dans le premier, c'est le côté ultra matérialiste de Noël, puisque à la fin du film, je sais pas si, enfin voilà. Tu trouves que ça ne se voyait pas dans le premier? Non, tu vois, mais non, mais il y a le fait que Qu'est-ce qu'il lui à La distribution des il y a cadeaux. la distribution Oui, des cadeaux. oui, En oui. fait, ce qu'il y a, c'est Oui. que tout le monde dit, en fait, t'as failli encore une fois pourrir Noël, sauf qu'en fait, tu l'as pas fait parce que à cause de ces Grâce actions, à toi. grâce à toi, en fait, on a plein de cadeaux et donc tout le monde a l'air heureux le matin parce qu'ils peuvent déballer plein de cadeaux. Et t'as vu quoi. comment il se rue sur les cadeaux, quoi. Ouais, si T'as bien que l'impression- un- c'est le Black ouais. Friday, quoi. Ah C'est ouais, l'image ouais, horrible ouais, du Black ouais, Friday. tout à fait. Ils sont tous sur leurs Et c'est cadeaux. bien qu'à nouveau, Kevin parvient à se rebarrer et Et alors ça Personne aussi, ne c'est se rend dingue. compte. Mais ça aussi c'est dingue parce qu'il se barre à nouveau. Et Tout le monde again. s'en fout. Ouais, tout le monde Personne s'en ne Dans fout. leur cadeau. Ouais. Tout ça pour aller remercier la dame au pigeon. Mais voilà. Il donne une petite colombe. ouais. Effectivement. Donc cet aspect-là, je trouve qu'il y a quand même une variation par rapport au premier, où en fait l'important c'était il a retrouvé sa famille, puis finalement, même si j'étais pas tout à fait, enfin comme j'ai dit tout à l'heure, pas totalement d'accord avec ça, mais au moins il y a une reconnexion qui se fait. Là, c'est pas ça. Là, c'est pas on a retrouvé Kevin, ça va, tout va bien. C'est je te pardonne mon frère, mais parce que tu nous as amené plein de cadeaux. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu. Et je me suis dit, mais en fait, je crois que la morale est encore pire que celle du premier, en fait. Tu vois. oui, bah en plus il y a Trump dedans, donc Et en plus, il y a Trump dedans. ouais. capitalisme assumé, quoi. Ouais, tout à fait. Ultralibéralisme Tout à fait. réganien. Tout à fait. La dame au pigeon, tout ça, là, tout ce passage dans le parc à la fin, moi, ça m'a, en le revoyant, j'ai vu les scènes d'apparition de Hagrid, la forêt près de Poudlard, Oui, etc. c'est vrai. C'est Tu vrai. sens qu'il y a déjà une patte, même dans les. Il y a dans quelque les- chose de fantastique. hein. Ouais, C'est dans, le côté sale. ça. dans les lumières, dans le. Oui. C'est un pré-Hagrid, en fait, Ouais, cette c'est dame ça. au pigeon. C'est un faux méchant. C'est horrible. Oh, Hagrid n'a jamais l'air méchant. Pour Harry Si. Potter, au début, si, un peu hein. quand même. Il est un peu Si, ça effrayant. dépend. En fait, c'est Oui, juste il est la effrayant façon en 2 secondes. dont tu gères son entrée, en fait. Ouais, tu vois. parce qu'il est grand. Oui, sa première apparition quand il pète la porte, Ouais, comme Ouais, ça, hein. avec La pomme, ça dure l'éclair 2 derrière. secondes, puis il est Oui, c'est directement vrai. Bah, la dame sympa. au pigeon, Bah, ça dure 2 secondes oui, aussi. Oui, Ouais, c'est pas- vrai, c'est vrai. Ouais, non, je suis d'accord. C'est le J'avais côté pas brosse pensé. à cheveux qui manque, voilà. C'est Ouais. ça, c'est la brosse à cheveux. Et ça... Mais je suis d'accord. Non, j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, je pense que tu peux trouver quelque chose. Est-ce trouver que ce une serait le même réal? Oh, mais je crois que tu tiens quelque chose. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur ce deuxième film? No. Non, Pas pour le moment. Pas pour moi. pas pour le moment. Je vais donc faire un petit point sur les suites. Voilà, je vous laisse là. Nous avons donc 4 films qui ont suivi les 2 films de Chris Columbus. Nous avons d'abord un remake, mais où des parents sont présents, donc on va en parler d'abord. Ensuite, on a une suite avec les personnages originels, Buzz, Kevin, etc., mais avec d'autres acteurs, vu qu'on est une décennie plus tard. Ensuite, nous avons droit à une autre histoire, un autre enfant, où carrément c'est censé être hanté. Et on a ensuite à moitié la même chose que dans le premier film. Donc ils ont vraiment fait n'importe quoi, on n'a rien de très cohérent avec ces suites de films. Nous allons commencer par ce 3e film qui s'appelle « Maman, je m'occupe des méchants », qui sort en 97. Mais j'adore les titres. Franchement, Les titres sont... Mais non, mais c'est traductions trop bien. françaises. Mais les Mais titres ouais, français, c'est sur Chérie, j'ai rétréci les gosses qui se sont Ouais. calés en fait. Ils se sont calés sur Oui, c'est ça. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Genre, pour faire les titres, je résume ce qui va se passer. Voilà, Oui, c'est ça. C'est horrible. Voilà. Enfin, Maman, c'est- j'ai raté l'avion. Maman, j'ai raté encore l'avion. Ah, ok, bon, bah, on peut skipper les 20 premières minutes. Maman, je m'occupe des méchants. C'est un film qui a été réalisé, qui a été fait par Raja Gosnell, qui est le réalisateur de Big Mama et Scooby-Doo. Tout de Oh, suite, waouh, Gros CV. ça place. tu waouh. vois. Mais c'est aussi le monteur. Le monteur Non de De l'original, oui, oui. Oui. tout à fait, oui, l'original. oui. Ouais, du, Ou peut-être du même de premier, deux. Home Alone 1, et du 2 aussi, peut-être. Peut-être du deux aussi. je ne sais pas. Ouais. Alors là, Marvin, c'est bon. J'envoie Marvin sur Envoie Marvin, envoie Marvin, sur envoie Wikipédia. Étonnamment, le scénario est toujours de John Hughes. Mais qui avait signé pour 6 films? Oui, mais il n'a pas fait 6 films. Nous avons donc ce film commence avec une ambiance très film d'espionnage, comme ça, très film sombre, film dur, où nous avons des gros trafiquants très méchants. Influence Die Hard. Ah oui, mais c'est très Die Hard. Là, c'est Die Hard, quoi, à fond. Tu te dis presque au début, tu dis, ah, ça va peut-être être bien. Mais non. Ils vont cacher un microprocesseur dans un jeu électronique.
Et évidemment, tout le monde a le même sachet dans ce putain d'aéroport. Et donc, tout va être ce jeu de sachets intervertis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et donc, c'est une vieille dame qui se retrouve à avoir ce jouet, ce sac avec un jouet dans lequel il y a un microprocesseur. Et cette dame est justement la voisine du petit garçon qui s'appelle Alex. Et le petit Alex ramasse la neige devant sa maison. Elle n'a pas envie de donner de la thune. À la place, elle lui donne ce jouet qu'elle a, sans faire exprès, repris à l'aéroport et qu'elle ne sait pas quoi en foutre. Et comme ça, elle ne dépense pas d'argent. Elle dit bah, tiens, prends le jouet. Et les méchants trafiquants ont réussi à retrouver la trace de cette dame dans la rue et donc vont tout faire pour récupérer ce jouet avec le microprocesseur dedans. Le petit Alex est coincé à la maison avec la varicelle. Son papa part en voyage. Alors, ce qui est hyper perturbant, c'est que la voix française du papa, c'est la même que le papa dans le 1 et le 2. Donc, moi, ça me perturbe déjà beaucoup. C'est la même VF. Et sa maman est à la maison normalement, mais doit aller travailler. Et elle dit même au téléphone à son patron, vous imaginez que je dois choisir entre mon client et mon enfant malade à la maison. Par contre, le père, lui, il part en voyage. Donc, voilà. Et donc, Alex va devoir... en fait, à chaque fois, il appelle les flics, il dit j'ai vu un méchant, personne ne le croit, tout le monde dit qu'il exagère parce que pareil, un frère et une sœur avec qui il ne s'entend pas et qui lui font des misères, etc. Et donc, il doit s'occuper des méchants comme l'indique ce merveilleux titre. Qui donc a vu ce film ici ? Marvin, tu l'as vu, hein ? Oui. Tu as aimé ce film ? Le pire, c'est que je l'ai vu quand j'étais gosse aussi, ce film. Mais je n'avais absolument aucune idée que c'était la suite, en fait, C'est vrai. Que ça faisait partie de la saga. Je pensais que c'était un film complètement indépendant avec un gosse qui défend sa maison. Mais bizarrement, j'ai pas du tout fait le lien. Comme il y en a beaucoup. Oui. J'ai pas fait le lien parce que c'est pas comme l'original qui s'appelle Home Alone 3 où au moins tu peux faire. Voilà, mais en anglais c'est quand même Home Alone 3. Voilà, oui, ça s'appelle Home Alone 3. Mais sauf que toi t'as dû le connaître sous. Maman, je m'occupe des méchants. Voilà, c'est ça. Des Et donc du coup, j'ai pas fait le lien. J'ai plutôt pensé que c'était un petit peu une suite non déclarée comme ça, un petit peu non officielle du truc. Et donc du coup, je l'ai vu quand j'étais gosse et je me souviens que ça me faisait beaucoup rire quand j'étais quand même gosse. Ah ouais ? Et puis alors je l'ai revu, évidemment, c'était une catastrophe. Mais je trouve que c'est quand même pas la pire des suites. Je trouve que les autres sont quand même vachement pires, quoi. C'est vrai, ce n'est pas la pire des suites. On a Scarlett Johansson dedans. On a Scarlett Johansson, oui, dans un tout petit Ah. rôle là de réplique, mais bon. C'est la sœur. Et moi, ce qui me fait quand même encore beaucoup rire, moi j'aime quand même beaucoup le prétexte du jouet avec c'est quoi le processeur dans le jouet, c'est tellement 90s, je trouve, tellement début de film d'action, d'espionnage. En fait, oui, et surtout on sait pas trop de quoi on parle. On met processeur, ça fonctionne dans un scénar. Oui, il se pose pas la question. Et comme dit Sylvain, c'est vraiment le côté d'Ayard, quoi. Le début, c'est exceptionnel. Le processeur est dans le jouet. Il faut le récupérer absolument. Il faut récupérer le processeur. T'as les Chinois qui sont appliqués, ça part complètement en couille. Ça part totalement en couille, quoi. C'est terrible. Donc, mais là, tu n'as pas aimé. Non, mais non, j'ai pas. Non, mais c'est difficile. Enfin voilà. Après, j'avoue que ça n'a pas été le visionnage, ça n'a pas été le pire visionnage des suites, quoi. Tu vois, les autres, j'étais obligé de faire quelque chose d'autre. Celui-là, j'ai quand même réussi à me caler dans le fauteuil et à le regarder du début à la fin, quoi, sans faire autre chose. Les autres, c'était vraiment impossible. Toi, tu l'as vu aussi le 3, Sylvain ? Oui, quand j'étais petit. Ouais. Mais j'ai pas un souvenir mémorable. J'ai plus de souvenirs de La Petite Arnaqueuse. Ah oui. Qui est aussi dans le même style, mais qui a à voir quand même parce que c'est John Hughes. Oui, c'est John Hughes qui l'a. Ah ouais ? Mais oui. Ah oui, je savais pas. Mais on te fait confiance, hein. Je ne savais Allez, pas. on envoie notre. Et donc vérification. je confirme que Raja Gosnell a bien signé aussi le montage du 2. Du 2 aussi, oui, c'est ça. Je savais plus c'était le 2 aussi. Parce que La Petite Arnaqueuse, pour le coup, il prend le point de vue des pauvres pour une fois. Il était temps. C'est John Bellucci et pas sa fille, mais une fille. Il est tuteur d'une gamine. Tellement longtemps, quoi. Je l'ai vu au cinéma aussi. Et ils sont arnaqueurs. Et puis après, ils tombent sur une riche. Et comme ils tombent amoureux d'elle et qu'elle elle découvre que la riche peut devenir une maman. Elle a une figure maternelle. Ça fait longtemps. Ils ne sont plus arnaqueurs à la fin. Mais bon, ils ont de l'argent, je crois, parce que... Ouais, c'est ça. Ils n'ont plus ça besoin d'arnaquer. solutionne quand même les choses. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est quand même sur la réussite par l'argent. Je l'ai plus vu depuis longtemps non plus. Faudrait peut-être qu'on le revoie pour voir un peu ce que ça donne maintenant. Parce qu'effectivement, La Petite Arnaqueuse, c'était super. Et c'est bien John Hughes. C'est bien John Hughes. Effectivement, à la réal et au scénario aussi. Au scénario, les deux. Ouais. Mais je crois qu'il a un peu copié-collé. Parce c'est pas lui qui a fait Beethoven aussi ? Attends. Si, hein. Beethoven, il l'avait scénarisé. Je sais plus. Attends, je check. Beethoven, le premier film que j'ai vu au cinéma. Film d'enfance. C'est mon premier film d'enfance au cinéma, des années. Oui, c'est Beethoven, vrai. il a scénarisé. Ouais, il a scénarisé. Ouais. C'était première expérience au cinéma, Beethoven. J'avais 7 ans. Ouais.
Bref, revenons donc à Maman, je m'occupe des méchants. En même temps, que dire d'autre? Que dire d'autre à part que le petit garçon est mignon. Ouais, le petit garçon, il a l'air de s'amuser, je trouve. Il a l'air de bien s'amuser. Ouais. Voilà. Et qu'il y a quand même, je trouve qu'il y a un truc à souligner aussi à nouveau par rapport à la suite, c'est que, bon, il y a quand même un truc, on voit que c'est quand même un film tourné pour le cinéma, je trouve. Il y a quand même moins cet aspect téléfilm que dans les trois suivants, c'est vraiment gênant. Et même au niveau du jeu d'acteur, c'est encore passable, quoi. Ouais. Alors que dans la suite, c'est vraiment des acteurs de télé. Le petit garçon, la famille, ça oui, mais par contre, je trouve que les méchants ils sont catastrophiques. Ils sont vraiment catastrophiques. Série B ou quoi? Ouais, série B dans les méchants. Après, on arrive à série C et D pour la suite. Mais là, c'est quand même compliqué, quoi. Toi, tu n'avais même jamais entendu parler du 3. Non, j'étais... Non. C'est pas grave, Vincent. Voilà. Ça arrive. Les contraintes de temps ont fait que je n'ai pas pu regarder ces films-là avant cet enregistrement, mais je pense que on s'habitue, hein. Voilà. Après la famille Adams. Non, mais ça va. Oh, ça va, je rigole. C'est arrivé 2 fois. Avec celle-ci. C'est arrivé 2 fois. C'est bien, c'est toujours quand je suis là, j'ai l'impression. Et ici, c'est les 2 en plus qui s'enchaînent vu qu'on en a. Attends, je t'emmerde, mais moi j'ai annulé l'épisode précédent par manque de temps et de vie compliquée. Donc au final, je vais pas te jeter la pierre. Non, en fait, il y a ça. Et aussi, c'est vrai que tu le soulignes, mais je vais en profiter aussi. Mais en fait, c'est aussi 2 épisodes d'affilée qu'on fait où pour une fois, j'ai pas d'affect particulier avec le film. Alors que jusqu'ici, on était que à chaque fois sur des sujets de cœur. Et je crois que ça a été super rare qu'on enregistre un épisode sur Est-ce que tu veux dire qu'à cause de ça, je dois me taper la momie? On en reparle à la saison 5. Non. Laissez-moi tranquille. Si je tape tous les films que t'aimes pas. Mais alors peut-être passons aux 4. Donc en fait, 4, 5, 6, il n'y a que Marvin et moi qui les avons vus. Donc on va vous raconter ça. Mais j'ai regardé les bandes annonces. T'as regardé les bandes annonces? Et elles sont quand même pas mal parce que... T'as des choses à dire sur les bandes annonces? Dans la 4, dans celle du 4, ils disent à un moment donné, donc c'est bandes annonces en anglais, « The house is bigger ». Donc la maison est plus grande et c'est ça qui est génial, qu'on va trouver une maison plus grande. Et ils disent les pièges sont encore plus astucieux. Je sais plus c'est quoi en anglais. Gadgets are slicker. House is bigger, gadgets are slicker. Mais et en fait c'est ça. Alors si tu te réfères à cette bande-annonce, tu vas être déçu, Sylvain, vraiment, parce que ici donc ce film donc c'est 2002. C'est Maman, je suis seule contre tous. Oh. Et l'affiche aussi. L'affiche est dégueulasse. Ici, c'est réalisé par Rod Daniel, qui avait quand même fait Teen Wolf, quoi. Tu vois, tu te dis, bon, mec, t'aurais pu faire mieux. Ici, on est de nouveau avec Kevin, qui est avec... Il y a son frère... Qui a rajeuni, du coup. Qui a rajeuni, il y a toujours son frère Buzz et sa sœur. Et les parents sont séparés. Ses parents sont séparés. Oh, c'est triste. Il était temps, parce que, honnêtement, moi, Voilà, Peter McAllister, mais il charge. Oui, vas-y, va chercher le petit. Moi, je m'occupe de commander les pizzas. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, Kevin décide d'aller passer Noël donc avec son père et sa belle-mère, mais sa belle-mère qui est très très riche, hein, donc c'est une vilaine belle-mère riche, donc ils vont dans une maison gigantesque, un truc complètement énorme. électronisé, complètement électronisé, où tu dis porte, ouvre-toi, elle s'ouvre, rideau, ferme-toi, ça se ferme. Et là, tu as... c'est Marvin, en fait, qui réapparaît. C'est le Marvin du premier film, sauf que c'est pas le même acteur. Et surtout qu'il ressemble plutôt à Harry. Ah oui, c'est ça. Il a plus la tête de l'autre, donc c'est magnifique. Avec sa petite amie. Avec sa petite amie, qui est jouée par une actrice que j'aime beaucoup, dont j'ai complètement oublié le nom. Et Kevin va déjouer le plan de ces cambrioleurs. Et... je vais vous spoiler, je suis désolée. Mais n'hésite pas. À la fin, vu qu'on se rend compte que la belle-mère est quand même quelqu'un de pas très gentil, les parents se font un petit sourire, genre ils vont quand même carrément se remettre ensemble, retomber amoureux, grâce au fait que Kevin ait sauvé la maison. Alors que le père allait se remarier. Alors qu'il allait se remarier avec la vilaine belle-mère, qui dit quand même à ce petit Kevin au lit, en tenant sa peluche comme ça, ne te mets pas entre ton père et moi. Et elle serre la peluche comme si elle allait l'étrangler comme ça. C'est une catastrophe. Alors surtout que niveau visuel, comme disait Marvin, le 3 t'as encore un petit côté un peu ciné, un peu... Ici c'est saut TF1 quoi. T'as un bazar, l'esthétique du film est pire que les téléfilms de Noël qui passent pour l'instant sur TF1. C'est une catastrophe. Et pardon, excuse-moi. Dès le titre Home Alone 4, ça apparaît comme ça à l'écran, numérisé, c'est horrible, c'est juste affreux. Mais pour le coup, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Là, on est raccord par rapport à la façon dont des gens comme moi peuvent appréhender Home Alone, tu vois, qui est de se dire ça c'est complètement période de fête, téléfilm TF1. Mais ouais, pas de problème, tu vois. Là pour le coup, je pense qu'il y a une suite logique en fait. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des téléfilms TF1 de Noël qui sont encore corrects niveau image, quoi, où tu
vois qu'ils ont un peu fait quelques petits efforts. Que là, c'est une cata. Il y a juste la scène dans la salle de bain, parce qu'ils refont une scène de salle de bain avec le petit garçon à moitié à poil qui danse. Et là, tu as des mouvements de caméra assez rigolos, où ils font un genre de... Et c'est 2002, quoi, tu vois. C'est 2002, je sais plus. Où ils font des petits slides comme ça avec la caméra et tout. Et le petit garçon, il danse comme ça à poil dans la salle de bain. Ok, ils ont essayé un petit move comme ça, un petit remake de scène de salle de bain. Mais c'est une catastrophe. Oui, c'est une cata. Ouais, c'est vraiment une cata. Et oui, non, et rien ne va. Enfin, rien ne va. Et puis c'est... Oui, non, c'est tellement... On dirait qu'il est malade. Le petit garçon... Il va mourir. Je trouve qu'on devrait classer... Parce que parfois, tu demandes, finalement, quel est votre préféré, enfin, quel classement est-ce qu'on peut faire par rapport au film. Là, on devrait classer quel est le gosse le plus insupportable de toutes les suites, tu vois. C'est juste... Et celui-là, pour moi, je pense qu'il arrive en tête, je pense. On dirait vraiment qu'il va mourir, quoi, tu vois. J'ai l'impression de sa tronche. Oui, il a l'air un peu malade. Ah oui, il a l'air malade. Mais alors, par contre, ils font tous une espèce de copier-coller de la grimace de... Mais l'affiche, c'est atroce. De l'affiche, donc c'est les mains, les deux mains sur les joues après l'aftershave. Mais celui-là, c'est le pire, quoi. C'est vraiment le pire. Franchement, c'est la pire affiche du monde. Parce que et ensuite c'est la pire aussi, je trouve, des suites, parce que ils se sont dit mais on va carrément reprendre les mêmes personnages, nous faire croire que c'est des autres acteurs et ça va marcher, quoi. Oui, mais c'est juste pas possible. Ils ont mis la modernité des années 2000. Oui, c'est ça, oui. C'est rude. Et quand tu vois par exemple le personnage quand tu vois Catherine O'Hara et l'actrice là dans le 4 qui joue donc son rôle, c'est atroce. Enfin, tu te dis mais c'est... Oui, non, et ça, je trouve que c'est vraiment la pire idée du film, c'est d'avoir essayé vraiment de faire mais c'est la pire suite, encore une suite. Oui, je trouve que moi aussi, pour moi, le 4, c'est le pire. Le 4, c'est pire que le 5. C'est le 3, celui-là. C'est le 4. On est déjà au 4. Le 5, c'est la maison. Le 4, la maison est plus grande. Non, le 4 est le pire. Les pièges sont plus astucieux. Parce que là, on passe donc au 5, qui est Maman, la maison est hantée. En 2012. Ça devient fantastique. Mais non, justement. Alors moi, j'espérais. Tu vois, évidemment, Marvin et moi, on se dit Maman, la maison est hantée. Moi, j'avais trop hâte de voir ce film parce que je l'avais jamais vu. Donc je me dis ça va être super. Ça va être un genre de tu vois, comme avec le truc avec Eddie Murphy là qui nous ont sorti sur la maison hantée de Disney dégueulasse. Je me dis ça va être un truc un peu comme ça. Il va devoir sauver la maison de fantômes ou quoi. Absolument pas. Donc c'est un film donc, de 2012 de Peter Hewitt qui a fait Le Petit Monde des Borrowers et Garfield. Super, c'est toujours des réalisateurs qui ont une carrière énorme. Tu as la crème de la crème. La crème de la crème. Et là, franchement, ce podcast cinéphile, ça ne va pas du tout. Mais vrai, John Hughes était mort. Ils ont dû se rabattre sur... Je pense que c'est l'épisode du Popcorn Club où on parle de films les plus merdiques, quoi. Je pense que là, vraiment, c'est vraiment pour... Super, merci de m'avoir invité. On a fait Halloween 8 quand même, hein. Mais je trouve que j'ai plus d'affection pour tous les Halloween ou tous les vendredis 13 ou quoi réunis ou même les massacres que ça. Parce que là, on n'a même rien à dire sur ces films. C'est juste des téléfilms de merde. Donc, c'est la famille Baxter ici. McAllister, Baxter, ça finit par tort. Quitte la Californie pour le Maine. Alors ils se sont dit, on va aller chez Stephen King. Tu vois, on va aller dans le Maine pour que ça fasse un peu maison hantée. Que nenni. Il s'appelle Finn, mon prénom de merde, persuadé que la nouvelle maison est hantée, mais absolument pas. Et de nouveau, il y a 3 cambrioleurs, ils sont 3 maintenant, 3 cambrioleurs qui veulent choper un tableau et donc il va devoir défendre la maison. Et le tableau est laid, mais c'est tellement laid ce tableau. Tout est très 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 dégueulasse. Maintenant, je trouve que dans ce film, il y a un petit effort de casting. Parce que je sais pas si tu as vu la bande-annonce, Sylvain, de celui-là, si tu t'en souviens. Parce que tu as quand même Malcolm McDowell qui joue dedans. Ah, je l'ai pas reconnu. Qu'est-ce qu'il fout là ? Ça fait un peu de la peine. Mais il fait quoi ? Oh oui, c'est dur, hein. C'est dur. Ça, c'est assez rude, quoi. Et il joue dans ce film. Ils ont quand même testé. Et il y a aussi Eddie Stipples, que moi j'aime beaucoup, qui joue dans My Name is Earl. Qui joue Darnell dans My Name is Earl. Moi j'adore cet acteur. Je sais pas si t'as vu My Name is Earl. Oui, ok. Oui, je vois. Maintenant ça me revient, ok. Donc voilà, au niveau du casting, tu te dis, bon, vraiment, j'ai vu le casting, je me dis, maison hantée, je me réjouissais, mais le Maine, tu vois, ça commence bien comme ça. Et puis tu te dis, mais non, vraiment, Cette fois, il défend un tableau. Ouais, un tableau dans une maison quand même. Un tableau dans une maison, derrière une espèce de coffre-fort comme ça. Et alors le tableau, c'est un Munch, c'est ça, non ? C'est pas ça ? Ils nous font croire que c'est un Munch. Alors, la gueule du tableau, quoi, c'est pas possible. Ah oui. Voilà. Oui, évidemment. Le cri évidemment, de tu vois, évidemment. Mais oui, tout est lié. Mais voilà, est-ce qu'on vous conseille ce film ? Peut-être pas. Non, ou à votre pire ennemi, et encore. Une cote sur 10. On le proposera à une soirée nanar Liège. Sur 10. Mais je trouve que c'est la moins pire des suites, finalement. La moins pire des Le suites, 6 est pire. Le nouveau est pire. Oui, je suis d'accord avec toi.
Oui, Ouais, je trouve mais pas que- le 3. Moi, le 3, quand même, Non, le 3, oui. pour moi, dans le 4, 5, 6, Oui. le 5 est le moins pourri Le des 5, 3. je suis d'accord. Je Oui, trouve qu'il y a le un 5, petit ouais. effort visuel de casting. De casting, oui. Et Ouais. on essaye, hein, on tire. Hein, Mais ça reste quand même gênant. En fait, tu vois bien quand même. Tu vois quand même, ça ne Franchement, va tu pas. vois, Quoi, quand tu oui. dis que tu fais un podcast sur le ciné et que tu te tapes ces merdes-là, en une journée, les gars, en une journée, je me suis tapé les 3 et là, je me suis dit, vraiment. Moi, aujourd'hui, j'ai regardé le 4 et le 6. Moi. Putain. Ouais. Et j'avais commencé par le 5 en me disant, bah oui, justement, en maison hantée, il y a peut-être un truc à sauver. Et tu vois, comment on va putain, non. Moi, je me suis tapé 4, 5, 6 en même temps. Ouais, et là, vraiment, je me suis dit, Est-ce qu'ils ont pas fait ça pour gagner de l'argent tirer un peu Il y a un sur- truc. Il y a un Est-ce qu'ils truc. ont pas trop tiré sur la corde Il y a un truc. en fait, ils se sont dit. Pourquoi tu fais ça, quoi 355 millions de dollars de 522, 322, je ne sais plus, beaucoup d'argent. 500 Pour pour le le premier, ouais. 533, 530, 533. Ils se sont dit, ouais, pourquoi pas. Est-ce que tout ça ne serait qu'une question d'argent? Ouais, peut-être. Toutes ces suites. Mais est-ce qu'elles ont vraiment rapporté de l'argent? Je n'en suis pas certaine, vu la qualité Bah oui, je suis pas sûr. Ouais. graphique de ces objets. Ouais, c'est ça. En tout cas, le dernier Alors, le dernier. apparaît presque comme un reboot dans le merchandising, quoi. C'est Alors, ouais. c'est genre, enfin, dans le marketing, pardon. Ouais. Pas Le dernier, merchandising. donc, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Ça, c'est- Et Here c'est- we go again. Et c'est Home Sweet Home Alone, je pense en anglais. C'est en 2021. Là, c'est Dan Matzer qui a réalisé ça, qui est le réalisateur de notamment Bridget Jones' Baby et le prochain Bridget Jones Folle de lui qui va sortir le 12 février prochain. Nous avons tellement hâte. Donc ici, c'est Max qui a 10 ans, qui vit à Chicago de nouveau. Il doit partir avec sa famille à Tokyo et il va se retrouver, je vous donne en mille, seul à la maison. Il va se retrouver seul à la maison. Alors que toute la famille part à Tokyo. Voilà, hein. Et là, c'est un couple qui entre par effraction, c'est Pam et Jeff, parce qu'ils pensent que Max a volé une poupée qui pourrait valoir de l'argent. Parce qu'en fait, Pam et Jeff sont des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui doivent vendre leur maison. Max se retrouve avec sa mère à aller pisser chez eux. Je ne sais Oui, pas, parce que ça ne c'est fonctionne une espèce de maison témoin comme Maison ça, témoin. où les gens visitent comme ça. Et alors, la maman, il ouais, doit vas-y. pisser et il s'arrête. Et du coup, il Voilà. s'arrête. Ah bah, on va aller pisser dans la maison témoin en fait, parce que voilà, il y a des Voilà. visites, etc. Donc il va pisser, puis il tombe sur le mec, il voit la poupée, tout ça. La maman explique Et il y que a des les espèces de poupées valent quand quiproquos. même de l'argent. Donc la maison qui va être attaquée par les méchants. Non, C'est la prise maison de d'assaut. Max. Oui, Ah. c'est la En, maison. en fait, les méchants, au début du film, il y a un couple qui vend sa maison parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus d'argent. Max et sa maman vont faire pipi dans cette maison et la maman Dans la maison des pauvres. dans la maison des Ah, pauvres. voilà. La maison des pauvres. Attention. Et donc la maman leur explique que la poupée vaut quand même de l'argent, enfin que c'est une collection de poupées, et puis ils se rendent compte qu'en fait il manque une poupée et se disent c'est ce gamin, ce connard de gamin qui est venu pisser, qui a volé cette poupée. Donc décident d'aller dans la maison de Donc Max, ils ont une bonne intention. de riche. Oui, ils Ils sont ont une pas bonne vraiment intention. méchants. Mais Non. ça, c'est là. normal. C'est les films Et de c'est Voilà. maintenant. Et c'est ça, tu justement vois. Pour enfants, où les méchants insupportable. sont jamais Pauvres, méchants. ils sont Ils sont juste pauvres, pauvres, ouais, ils oui. sont juste pauvres. Ils tu sont vois. juste pauvres. Ils sont juste pauvres et donc ils vont dans cette maison pour essayer de. Par contre, alors, je dois dire que ce film, vu que c'est une production un peu plus plateforme, et ça, visuellement est un peu plus au-dessus ouais. que le 4 et le 5. Et moi, le gamin, il me fait rire. Je trouve qu'il a une bonne bouille. Ah, Il a moi, un peu justement, une bonne bouille. je suis Il pas me fait un fan, peu moi. marrer, quoi. C'est le ouais. gamin de Jojo Rabbit Ouais, c'est ça. qui était très bien. Ah Enfin, oui, il c'est- était- il était Moi, très j'aime bien bien dans ce Jojo gamin. Rabbit. J'aime Ah, bien j'avais ce pas gamin. capté, c'est Ouais, vrai, si, J'aime j'avais bien pas ce fait le gamin. lien, ok. J'ai oublié son nom. Mais dans la bande-annonce, il donne pas envie quand même. Il a l'air. Dit comme Il ça, est hors tête à claque. contexte. Mais oui, mais c'est vrai, je trouve Pardon. qu'il était ouais. Ces enfants qui donnent pas envie dans les bandes annonces. Ah non, mais j'ai envie de lui foutre des claques. Contrairement à Tu Kevin. continues, Sylvain, tu Kevin t'enfonces. McAllister. Ouais. Mais oui, Tu t'enfonces dans l'enfant. mauvais casting. Si ça, je De vais être obligé de bande-annonce. cut ça. hein. Mais non. Attention, on va se faire strike là. Oh, c'est pour ça qu'on n'est pas sur Twitch. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour mes blagues de merde. Mais oui, donc ce sixième... Moi, si vous devez, Vincent, Sylvain, regarder les suites, bah le 5... non. Si on est, tu veux dire Non, si on est tu forcé. t'emmerdes. Non, non, C'est non. tellement mal On vendu. ne regarde rien. Le pire et le moins pire, selon vous. Dans les, Ah bah, dans les trois Dans suites. les quatre. Dans Dans les les 4. Le pire, c'est le 4. Moi, Le pour pire, moi. c'est le 4. Et le moins pire, c'est le 3. Pour moi, maman, je m'occupe des Ouais, méchants. je ouais, trouve. c'est ça. Parce qu'il y a quand même le côté, Ouais. à nouveau, Oui, un voilà, peu c'est cinéma, ça. quoi. Ouais, Un peu, voilà, c'est ça. tu regardes un On a film, quoi. consensus là. Voilà. Là, il y a- Le reste, c'est vraiment téléfilm. Et même les Ouais. génériques sont affreux. Enfin, même Non, quand c'est tu vois la police choisie et Mais tout. alors aussi, tout- il rien. y a un truc qui, à vouloir refaire ça aujourd'hui et une histoire qui se passe aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche. Enfin, j'imagine que les scénaristes doivent trouver des solutions avec les téléphones portables, Ouais. Mhm. la technologie d'aujourd'hui. Oui.
C'est quand même plus facile d'appeler le 911 de ta poche, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, pas. j'imagine, plein de lignes de scénario pour résoudre ces problèmes technologiques qui justifient que l'enfant doit défendre sa maison. Oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la coupure électrique du début du premier film impacte aussi les lignes téléphoniques qui mettent plusieurs jours en fait à se rétablir, et que c'est la raison pour laquelle les parents de Kevin n'arrivent pas à appeler chez eux et donc à joindre leur enfant qui est tout seul à la maison. Oui, ni à joindre les voisins aussi. Après, ils commandent des pizzas. Ah mais c'est bizarre ça. Ils commandent des pizzas et comment c'est possible? T'as Macaulay Culkin en interview qui, adulte, dit, et là je me retrouve un peu de nouveau en lui, il dit ça c'est quand même un truc qui, en le revoyant maintenant adulte, pourquoi Kevin n'appelle pas la police? Oui. Il n'y aurait pas de film. Mais c'est comme souvent. Mais c'est un enfant, voilà, il a pas pensé peut-être. Il kiffe un petit peu, tu vois. Oui. Mais oui, voilà. Chers auditeurs, regardez le 1 et le 2. Le reste, vous pouvez vous en passer. Suffit, ou bien vous regardez les bandes annonces si vous avez 3-4 minutes à perdre. Voilà, c'est aussi. Ça. Oui. Au moins, vous aurez nos blagues de merde sur les enfants sur Internet. Internet. J'ai vu dans la bande annonce, il y a une référence à Scarface. Dans le 6. Dans le 6, avec des Smarties. Donc il y a des Smarties, je me souviens même pas de la scène, moi. Il porte un costume d'adulte, mais vraiment, c'est même cadre que Scarface face à sa coke, sauf que là, c'est des Smarties. Oui. Ah oui. C'est vrai que je n'avais pas... mais ça, c'est que vraiment, quand t'es réel, t'as pas d'idée. Oui, clairement. Oui. Vincent, tu nous ferais l'avis des auditeurs sur toutes ces merdes? On en a eu pas mal. On en a eu beaucoup. Toutes ces merdes, je sais pas, parce que je pense que l'entièreté, l'intégralité de nos auditeurs, en fait, nos auditorices nous parlent en fait des deux premiers. On commence par Pierre Remacle. On a des habitués là. Vous commencez à entendre un peu toujours les mêmes. Tu vas dire tous les avis? Bah oui, je vais tous les dire. Tous, waouh. Bon, on a oui, j'ai bien 5 minutes devant moi. Alors, je n'ai jamais compris l'engouement pour le film et ses suites. Même les lunettes déformantes de la nostalgie ne peuvent pas cacher le manque de punch de la mise en scène. Columbus, quoi. Citez-moi un bon film qu'il a réalisé. Bon, alors là, attention. Ou le côté absolument horripilant du jeu de Culkin. Quant au scénar, c'est bien simple. Aujourd'hui, ce serait à peine digne d'un téléfilm de Noël signé Hallmark comme ils sont diffusés à la palette les samedis après-midi de saison sur TF1. La preuve, après le 3e opus, toutes les suites sont des DTV. Bref, une énigme en ce qui me concerne. Limite, 3615 Code Père Noël est plus agréable. Au moins, c'est un nanar sans nom devant lequel on ne peut que se marrer. Et alors... Pierre, tu n'as pas de cœur. Pas de cœur. Et en fait, je sais pas si je considérais 3615 Code Père Noël comme un nanar, mais il faudrait vraiment que je le revoie. Je sais pas si vous l'avez vu. Ça donne beaucoup envie de le voir aussi. Jamais vu. C'est un film français. Donc du frère de Francis Lalanne. Du frère de Francis Lalanne. À côté de ça, on a Pierre Mermans qui nous dit... Qui répond à Pierre Remacle. Qui répond à Pierre Remacle et qui dit au scénario ça va, c'est quand même lui derrière les Gremlins. Quand même. Et même si Miss Doubtfire est très convenue et surcotée, on ne peut pas dire que c'est mauvais quand même, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça mauvais, Madame Doubtfire, on pourra en reparler. Alors également, Kim Brassard, c'était un film que je devais subir parce que ma sœur était fan, mais moi pas vraiment. Et les 6 autres, je n'en connaissais même pas l'existence. Bon, alors là, c'est 5 autres, mais... c'est moi qui ai fait une erreur quand j'ai fait le post sur les réseaux sociaux, j'avais mis 7 films. D'accord. C'est moi. Le meilleur avis, celui de Jérémy Barbier. Vas-y, je t'en prie. Non, mais vas-y. Ah, c'est parce que tu les as sous les yeux. On peut se relayer. Non, vas-y. Allez, je dis tout. Vous déterrez des vieux dossiers. Un jour, à force de creuser si loin, vous allez finir par trouver à la momie. Je vous le donne en mille. Jamais. Mais Sylvain n'est pas au courant. C'est pas des si vieux dossiers. Hein, non, c'est parce que, en fait, depuis le début de ce podcast, ils essaient de me faire un épisode sur la momie. Et que la vieille momie des années non, cinéma. Ça c'est bien. Non. La momie avec Brendan Fraser. Oui. Et comme j'ai un problème avec le composant sable dans les films. Oui, je sais pas, il y a un truc, mais je te jure, il y a un pattern. Ouais. Il y a un vrai pattern. Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, la momie. Lui, c'est les araignées. Ouais. Toi, c'est le sable. Phobie sable. Mais Jérémy, comme je disais, saison 5. Attendez à saison 5. Foutez-moi la peine. Alors, on a aussi Benoît Damoiseau. Franchement, bon film familial. Ma sœur était tellement fan qu'elle avait redessiné le plan. Elle mettait pause à la VHS pour redessiner tout en détail. Sa prof a tellement aimé qu'elle a demandé à la voir. Également, Landy Luke. J'adore, mais ma copine ne considère pas ça comme un film de Noël. Pour elle, les films de Noël sont plus des comédies romantiques. Je vous laisse imaginer le challenge avec Piège de cristal. Qui est un excellent film de Noël. Qui est un excellent film de Noël. C'est un peu le duo gagnant, Home Alone, Die Hard. Et enfin, Damien Snyders. Les 2 premiers se regardent comme un live action des Looney Tunes. Les 4 autres n'existent pas. Et là aussi, on est complètement d'accord. C'est effectivement complètement ce qu'on a dit sur le côté. Les gens n'avaient quasi jamais vu les autres, quoi.
personne. Et d'ailleurs, le chef-op a regardé plein de Tex Avery Ouais, bah oui, bien sûr. pour s'inspirer pour préparer son découpage. Ouais. En fait, je pense qu'en Belgique, il n'y a que Marvin et moi qui avons regardé les c'est films. possible. On subit. D'ailleurs, ils ne sont pas sortis en salle. Non, en direct Non. to DVD. Hein. Ouais. Et le dernier direct to Disney, quoi. Ouais, direct to Disney. Direct to Disney. Day to day. Direct to Disney. Voilà, c'était un épisode Un peu plus court que d'habitude. un peu plus court et surtout Mais quand même. Hein. moins intello. Hein, tout de suite, Moins hein. intello, bah, ouais. Mais là, franchement, Mais c'était bien. on a été sur un épisode nostalgie. Là, pour le coup, ça fait du bien de temps Ça fait en un peu temps. du bien. Je crois que la dernière fois Et on vraiment approche fait de ça. Noël, non? Oui. Mais oui, Enfin, il va Nous sortir, sommes à Noël. Nous Et sommes bientôt à Noël. Et je crois que la dernière fois qu'on a vraiment fait ça, c'était pour les Goonies, je pense. On s'était vraiment Ouais, laissé aller ouais. sur le point de vue nostalgie. Oh, il faut en profiter de temps en C'est- temps. on a Famille Adams, moi j'avais un peu ça, mais j'avais quand même. Oh, les Goonies. Bon, bah, écoutez, Heureusement merci. qu'il n'y a pas eu 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont en train de préparer la suite. Mon Dieu. Ah, avec les mêmes acteurs. Ouais, ils sont en train de préparer Pourquoi ça. le font-ils? Pour À l'artistique? mon avis, pour peut-être l'argent. Mais merci beaucoup Marvin et Sylvain, c'était un plaisir de vous avoir. merci. Sylvain, j'espère que tu Merci t'es à bien vous. amusé Merci à vous. et que tu te réjouis de venir pour un épisode consacré à Alien que nous Allez. prévoyons. Mais allez, oui. On a vraiment Ça aussi, hâte. c'est un peu le même pitch. Hein. C'est mon vaisseau et je le défends des méchants. C'est exactement ça. Écoute, on pourra faire un lien. Les suites sont un peu moins pourries que les suites de Maman, j'ai raté l'avion. Ah, il y a beaucoup plus à dire en tout Il y a cas. beaucoup plus à dire. Moi, il y a une suite d'Alien que personne n'aime, que j'aime un peu, mais on en parlera. Le 4. Le 4. Il y a des choses que j'aime dans le 4, j'ai un peu honte. Ah, tout mais il y a n'est des pas choses- acheté dans le 4. tout n'est mais, pas à jeter, Ouais, on en parlera. On en parlera, j'ai trop hâte. Mais merci beaucoup et bonne soirée, journée à nos auditeurs. Merci à vous. Merci. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, YouTube, entre autres. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pourrez suivre les coulisses, les aventures de nos invités ici qu'on oblige à se déguiser en popcorn. Et n'hésitez pas à nous laisser des likes, des commentaires, de réagir à nos publications. Ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre amour de la pop culture partout dans le monde.